maison et il nous réserve un moment et c'est un vrai privilège. Donc je veux le remercier pour cela. Merci Johan. Mais je veux aussi le remercier parce que, au-delà du dessinateur engagé, au-delà de l'artiste engagé, il y a également cette parole qui ouvre le champ de la nuance, de la liberté, ouvre le champ de la réflexion dans une société dont je crois que tout le monde ici s'accorde qu'elle est en crise. Et nous avons besoin d'entendre cette parole qui parfois peut heurter, qui parfois peut bousculer, mais qui est toujours vertueuse parce qu'elle nous aide à comprendre, elle nous aide à réfléchir, elle nous aide parfois à tenir dans ce moment compliqué que nous traversons et pour lequel nous espérons que nous trouverons à un moment ou à un autre, et le plus tôt sera le mieux, une voie de sortie. Je pense évidemment particulièrement à ce qui se joue pour nous ici, juifs de France, mais aussi à tous nos concitoyens qui sont un peu perdus dans ce maelstrom où la voie du politique a perdu de sa portée et où la voix des intellectuels se fait de moins en moins entendre. Johan, nous on ne s'était pas vus depuis le mois de janvier, alors comment ça va? Dès que je vous vois, ça va très bien. Bon. Merci Gad, merci Chaim, merci à l'Écuge. C'est vrai que c'est un lieu où je me sens comme à la maison parce que vous avez présenté mon travail depuis longtemps. C'est un espace de parole juive, libre, citoyenne, qui se déclare, je ne sais pas si tu le déclares laïque, en tout cas il a place dans la cité. Et avec le Musée d'art et d'histoire du judaïsme, vous constituez ces pôles, ces survivances du monde israélite auquel je suis très attaché, c'est-à-dire ce monde où on pensait que l'existence juive, la voix juive était consubstantielle de la République et avait son mot à dire, ni plus haut ni moins haut que les autres citoyens français, mais sans s'excuser de nos opinions, de nos divergences. Et on pensait, en tout cas, on a grandi dans un monde où on pensait que la parole juive, même divergente entre juifs, avait place dans l'agora française et était là pour enrichir notre débat. Pour le dire autrement, dans un monde idéal, ayant la chance en France d'avoir la plus grande communauté musulmane et la plus grande communauté juive en Europe, on utiliserait cette proximité pour faire naître une pensée féconde sur le Proche-Orient. Mais ça, c'est Big Rock Candy Mountain, comme disent les chanteurs country. On vit une autre réalité, malheureusement. On vit le kidnapping de nos identités par des gens qui ont envie de prêcher la haine d'où qu'ils viennent. Et le courage qu'il faut pour tenir bon ces temps-ci, pour affirmer son identité juive, mais sans l'affirmer pour écraser les autres, et pour laisser la parole aux autres, même s'ils sont juifs. C'est parce que, je le dis très simplement, dans l'immédiat, après 7 octobre, les juifs de la planète entière ont été tous d'accord sur un point, c'est le refus de se faire exterminer. Je crois qu'il est difficile de faire consensus chez les juifs, mais là-dessus, on était à peu près tous d'accord. Et on a tous compris qu'on était dans une période de crise, non seulement au Proche-Orient, mais mondiale, parce que ce massacre a réveillé une haine qui était bien présente, mais qui n'avait pas trouvé à s'exprimer. Bon, le problème, c'est qu'on est près de 3 ans après, et on ne peut pas vivre, sauf le petit garçon dans Astérix en Espagne, en retenant sa respiration pendant 3 ans. Donc il faut trouver un espace aujourd'hui pour dire ce qu'on pense, même si ça déplaît, et pour éviter... Il y a un terme intime. Quand j'étais au Talmud Torah, dès la première année de Talmud Torah, on avait 6 ans, j'ai été puni parce qu'on a eu un cours sur les règles des femmes. J'ai demandé si c'était un double décimètre, j'ai été puni. Et tout de même, ils nous ont parlé d'adultère aussi, j'avais 6 ans. Je ne savais pas où étaient mes parties génitales, mais si on les avait, un rabbin s'en était occupé. Mais bon. Et il y avait un mot qui m'est resté très, très culpabilisant, la dislocation des liens conjugaux. Enfin, ça s'appelle tous les jours dans un mariage. Mais il y a un truc qui s'appelle la dislocation des liens conjugaux. Moi, s'il existe une agora française, s'il existe une communauté juive, et s'il existe les pauvres des représentants de la communauté juive, la difficulté à laquelle ils sont confrontés tous les jours, c'est éviter la dislocation.
Et la critique que j'entends le plus, parce qu'en plus, ce qui me complique la vie, promis Raïm, après je te laisse parler, ce qui me complique la vie, c'est que depuis 3 ans, je passe plus de la moitié, depuis 2 ans, Razak ou Barour, depuis 2 ans, je passe la moitié de mon temps en Israël à faire des reportages. Donc je connais beaucoup mieux qu'avant, et forcément, quand on connaît et quand on est français, on aime, mais on critique en même temps, on aime, on critique. La phrase que j'entends le plus, c'est « tais-toi, tu donnes des armes à nos ennemis ». Ça, je l'ai vécu quand j'étais petit, que je votais communiste pour embêter mon papa, qui avait la glasnost et la perestroïka. Et dès que je disais du mal de l'URSS, on disait attention, tu vas nuire au parti. Mais enfin, nos ennemis, comme vous dites, ils ont la télévision. Et je pense qu'il y a une manière de dégonfler les haines, c'est de montrer qu'on est aussi bête que tout le monde, qu'on a les mêmes débats que tout le monde, qu'on se trompe autant. Mais retenir sa respiration ou retenir sa parole, je ne suis pas certain que ça nous aide. Donc voilà. Eh bien, ça c'est une présentation. C'est bien notre Johan. Alors, je vais commencer quand même par une bonne nouvelle, après ces nouvelles super dramatiques que tu nous as données. Alors, Johan Sfar, bon, pendant des années, on était tranquille depuis le début des années 2000, puisque chaque année, il nous sortait un bouquin. Alors, je parle pas. Vous savez que l'année a 150 bouquins, tiens, à propos. Alors, nous, on était contents parce que chaque année, on avait droit au chat du rabbin, hein, qui était un petit peu du format, je ne sais pas moi, les aventures d'Astérix ou de Tintin. Donc, tout se passait bien. Et ceux d'entre vous qui étaient là lorsqu'on a présenté le 12e ou le 13e, rappelle-moi. Hein. Le 12e. Le 12e, on a eu une révélation, c'est-à-dire qu'on a appris que le rabbin, avant notre chat à nous, avait un autre chat. Ce qui était vraiment une révélation. Mais ce n'est pas tout, parce qu'à travers ce bouquin, je vais vous faire une autre révélation sur le chat. Et alors, donc, ce qui était très sympa, c'est qu'on pouvait partir tranquillement avec le chat du rabbin, y compris avec le livre qui a suivi, la synagogue, où on apprenait donc que Johan, plutôt que de prier, passait son temps à garder la synagogue comme s'il y avait des problèmes de sécurité. Enfin, moi, je n'étais pas au courant. Et puis voilà que tout s'écroule après le 7 octobre. Il commence à nous sortir un bouquin qui s'appelle « Nous vivrons ». Et donc, il fallait retourner à la maison avec un caddie pour le rapporter, parce que vous vous rappelez, c'était quelques kilos. Quelques mois plus tard, en fait, c'était en janvier dernier, il récidive. C'était Que faire des Juifs. Et là, la bonne nouvelle, c'est que son dernier bouquin, 100 ans sans solitude, il est redevenu raisonnable. Vous voyez et donc, je voulais vous le signaler. Donc, tous ceux qui ont laissé à l'entrée leur caddie, leur charrette, etc., vous devriez vous en sortir. Alors, je t'avoue que quand on a reçu le communiqué de presse en disant que tu sortais un bouquin à la rentrée, j'ai eu peur. J'ai eu peur, non pas parce que c'est toi, mais parce que j'ai compris, 100 ans sans solitude, j'ai compris que tu avais écrit un bouquin qui était une adaptation du bouquin de Marquez, 100 ans avec solitude. Alors, première question pour un champion, mais pourquoi tu as choisi ce titre ? Je vais te dire tout de suite. Non, d'abord, juste pour préciser, ça, ce sont mes carnets autobiographiques. Je les tiens depuis à peu près une vingtaine d'années. Mais ils n'étaient pas nés. Non, mais je vous raconte. Il y en a une quinzaine. Ce sont des livres à très petit tirage, donc c'est un public assez confidentiel, mais très fidèle. C'est chez Gallimard. Et la petite nouveauté de celui-là, c'est qu'ils ont choisi de le sortir en couleur. Ce qui lui vaut immédiatement, on ne l'a pas fait exprès, une plus grande audience, donc on le voit dans les relais de gare et tout, donc c'est nouveau. Le très gros livre que tu vas avoir cette année, il arrive en janvier, il s'appelle Terre de sang, et il termine ce que j'ai commencé avec Nous vivrons et Que faire des Juifs, puisque tout le monde me dit, mais en fait vous allez là-bas, il n'y a pas de Palestiniens dans vos livres, bah là sur 640 pages, il y en aura beaucoup. Alors on peut déjà signaler qu'en première mondiale, il sera présenté à l'Écuge en janvier, donc... vous bloquez toutes vos dates du mois de janvier pour la présentation de ce livre. Alors je te réponds. Je te réponds.
moi, j'ai grandi dans une famille très diverse. Il y avait toutes sortes de courants du judaïsme, des ashkénazim, des séfarades, des religieux, des pas religieux. Moi, je faisais partie des vraiment moins religieux. Mon seul rapport avec le judaïsme pendant longtemps, ça a été de dessiner le chat du rabbin tous les ans. Et quand j'ai fait cet ouvrage, La synagogue, qui rappelait ma jeunesse où j'étais au service de protection de la communauté juive, le livre est sorti et on m'a dit, bah, tiens, on va faire la promo à Nice et on va te prendre en photo dans la synagogue de ton enfance. Moi, je suis assez orgueilleux, j'ai toujours dit, je ne fais pas partie de ces juifs qui vont faire teshuva, c'est pas mon genre, etc. Simplement, quand on vous emmène dans la synagogue vide de votre enfance, qu'on a mis exprès le rideau de prière en l'honneur de votre grand-mère Esther Malka, qui est l'inspiratrice du chat du rabbin, qui a un autre rideau au nom de ma maman, que je m'assieds à la place où était mon père, et le seul livre que j'ai en main, j'ai même pas un sidour, j'ai 100 ans de solitude de Garcia Marquez. Et moi, j'avais tellement toute ma famille de fantômes sur les épaules que je me dis, bah, Garcia Marquez, il avait de la chance d'être seul parce que moi, je suis écrasé. Et donc, je ne suis pas devenu religieux, mais ma fréquentation des synagogues, ça a repris avec la synagogue de Nice. Et le hasard a voulu qu'un mois après, on m'invite à une bar mitzvah chez les libéraux. Maintenant, je sais que c'est des juifs, les libéraux. Ça fait 3 ans que je fréquente leur synagogue. Mais à l'époque, moi, je ne savais pas. Je suis un juif du consistoire. Je pensais que c'était des apicorettes. Et donc, chez Delphine Orvilla, je vais à cette bar mitzvah dans le 15e, sous un pont, les pauvres. Et j'ai le fantôme de mon père avec moi. Et j'assiste à des choses, mais c'est chasvé shalom par seconde. Quand j'étais petit enfant à Nice, ma découverte du corps de la femme, c'est très simple. On regardait sous les jupes des dames qui étaient au-dessus, parce que les dames étaient au-dessus à Nice. Bon, j'ai découvert que dans les synagogues libérales, les dames sont au même niveau que nous, comme si elles étaient nos égales. J'étais tellement choqué. Mais alors, si j'étais petit garçon, on peut voir ils chantent en français parfois. C'est terrible. Il y a des fidèles qui sont susceptibles de comprendre ce qu'on dit. Chasvé shalom. Et en plus, même si c'est Shabbat, le rabbin, elle a un micro pour qu'on l'entende. On entend le rabbin dans une synagogue qu'on peut même plus parler. J'étais scandalisé. Donc ça, c'était drôle. Et le moment moins drôle, c'est je sors avec ma kippa et le type qui était mon sosie quand j'étais jeune, donc le videur de la synagogue, il me voit se dire, monsieur, vous enlevez la kippa en sortant, c'est dangereux. Et ça, on m'aurait dit pareil dans une synagogue consistoriale. C'est la peur de ce qui nous arrive dans l'espace public aujourd'hui. Et ça, c'était le moment moins drôle. Et là, j'étais... Et depuis, donc, n'épousez jamais une protestante. Je me suis mis avec une protestante pour être tranquille, pour me débarrasser du judaïsme. Elle s'est prise de passion pour le judaïsme, sans mon opinion. Elle s'est mise à fréquenter la synagogue de Tom Cohen, qui est un lieu extraordinaire. Et manque de bol, il est formidable, Tom Cohen. Tu lui emmènes n'importe qui. Et j'ai une femme qui est plus juive que moi, maintenant c'est compliqué. Donc on me fait la tête quand je ne vais pas à la synagogue le Shabbat, c'est ça ma vie. Voilà. Oui, alors, donc voilà, ça ne raconte pas que ça, mais ça raconte un peu ça quand même. Alors, alors quand j'ai commencé à lire ce livre, j'écris que, imitant peut-être une série qui avait beaucoup de succès autrefois, qui s'appelait Le Guide du Routard, c'était le Guide du Routard de Johann Sfar, parce que ça commence par Nice, vous avez compris, mais il ne vous a pas dit la vérité à propos de la synagogue libérale. C'est que l'intérêt, quand il était à la Sina à Nice, il pouvait regarder les jupes des filles de là-haut, et c'est terminé maintenant avec la synagogue libérale. Hein. Voilà, maintenant on est au même niveau. Et on est au même niveau. Bon, alors on est au même niveau, mais ce n'est pas ça le sujet. Oui, bien sûr, sauf si elle porte des pantalons, et on pense à quelqu'un en particulier. Alors donc, ce qui se passe, pourquoi je parle du Guide du Routard? Parce que on s'est dit que peut-être tu parles de Nice, tu parles de Saint-Malo, tu parles de Tokyo, tu parles de Paris. On s'est dit que c'était... ça fait très longtemps, 20 ans, 30 ans que tu fais ces carnets. On s'est dit, il va nous raconter ses vacances. Et alors, donc effectivement, il y a des lieux. Et puis, vous arrivez à la page 6 ou 7, et le drame commence, parce que tout d'un coup, Johann Sfar, dont on pensait qu'il allait nous parler, j'en sais rien, moi, de tout ce qu'il a vu à Tokyo, à Paris, à Nice, il nous parle, et ça va être au fond la trame du bouquin, des fantômes juifs. J'ai remarqué que
les fantômes sont très présents dans ce bouquin. Il y en a beaucoup dans cette histoire. Oui, oui, il y en a beaucoup. Et à chaque fois que je me dis je vais faire un truc pas juif, il y a un truc juif qui me tombe dessus. Mais vous êtes juif, Salomon? Mais je dois dire, j'imagine pour chacun d'entre nous, quiconque a une identité juive a forcément un passé lourd. Et quoi qu'on fasse ou quoi qu'on dise, on le fait avec nos morts sur les épaules. Je dois dire que au moment où j'ai jamais très peur d'être critiqué ou attaqué, comme on dit, par nos ennemis, même physiquement. Je suis beaucoup plus blessé quand je suis attaqué ou insulté par des membres de la communauté juive. Dans ces moments, ma boussole, c'est la mémoire de mon père, de mon grand-père, des aînés qui sont plus là. Et comme dans le tribunal de mon père, mais je le fais en imaginaire, je leur demande. Voilà. Il y a un moment, ça commence, le livre, on a un projet de film sur Cédric Héroux, qui est le gars qui est à la frontière niçoise, dans les vallées de la Roya, et qui aide les migrants quand ils arrivent par les montagnes. Et je vais le voir, je trouve extraordinaire, on s'entend très bien, etc. Et il me parle d'immigration, et il dit, je vais t'expliquer pourquoi les politiques de tous les bords disent des conneries. Alors ça, quand on me dit ça, ça m'intéresse. Et il m'emmène dans cette vallée que je connais, parce que j'étais à Saint-Martin-de-Vésubie quand j'étais enfant, je connais la Roya, et on voit un des plus beaux massifs montagneux qui est entre la France et l'Italie, qui est immense. Il dit, tu vois là, il y a 5000 ou 6000 kilomètres de chemin de montagne, je ne sais pas combien, tu prendrais tous les militaires et toutes les polices de toute l'Europe, tu n'empêcherais jamais les gens de passer, de la même manière que pendant la guerre, on n'a pas empêché les Juifs de s'enfuir par là, parce que tu ne peux pas empêcher les gens de partir. Partant de là, les gens qui te disent laissez-les rentrer, de toute façon, ça ne dépend pas d'eux, et les gens qui te disent les laissez pas rentrer, ça ne dépend pas d'eux non plus. Il dit la seule question, c'est quand ils arrivent, est-ce qu'on les prend en main ou est-ce qu'on les laisse aux mains des réseaux? Mais simplement, comme il n'y a aucun bénéfice électoral à tenir ce discours, puisque la gauche ne peut pas passer pour un héros et la droite ne peut pas passer pour un gendarme, et après il te parle du coût des forces de police et qui sont stationnées à la frontière, qui arrêtent 10 fois ou 15 fois des gamins qui finissent par passer de toute façon. Et puis comme je n'avais pas assez compris, il me dit je vais te montrer. Et il m'emmène, et on a fait à pied le chemin depuis l'Italie jusqu'à Menton, par où passent les migrants. Donc je vous confirme que vous pouvez passer dans tous les sens la frontière italienne, personne ne vous arrêtera, juste, ils ne peuvent pas vous arrêter. Simplement c'est fatigant, quand on est en surpoids comme moi, c'est très fatigant. Et à un moment, on veut se reposer, et il me dit, tiens, là, il y a une chapelle qui est très très belle. Et on est dans les montagnes, à la frontière franco-italienne, on dirait Game of Thrones, il y a des huttes, on dirait le Moyen-Âge. Et on entre dans cette chapelle, et j'ai vu les peintures les plus violemment anti-juives que j'ai vues de ma vie, qui datent, alors je ne suis pas spécialiste du 15e, du 16e siècle, j'en sais rien. Il y a un Judas pendu à un arbre, dont les tripes sont ouvertes, dont un bébé juif entre, avec un truc, et je me suis dit, c'est pas nouveau en fait, c'est un truc qu'on a. Voilà, donc là c'était le premier fantôme nu. Il y en a beaucoup d'autres, et le livre se termine, mais je ne sais pas si c'est ça que tu voulais parler, se termine par un vrai exorcisme en fait. Alors moi, depuis que j'ai Instagram, je suis abonné à tous les rabbinim qui ne sont pas tous géniaux, qui te regardent à certains qui disent attention s'il y a un fantôme chez toi et tout. Bon. Et je vais au festival de bande dessinée de Saint-Malo, et ma femme m'appelle, je suis en train de signer, pour me dire qu'une copine à elle vient de perdre sa mère. Bon, je suis désolé, mais enfin, je suis en train de lire DVD. Non, c'est pas tout. Toute sa famille est à la maison. Mais pourquoi? Parce qu'il fallait une maison et ils vont faire la Shiva à la maison. Ah bon? Il faut faire des prières. Ah bon? J'appelle, je sais pas quel rabbin j'ai appelé. J'ai appelé Tom Cohen. Il m'a dit, Tom Cohen, il m'a envoyé par téléphone des prières à faire. Il a essayé d'appeler un prieur qui 2 heures avant Shabbat n'a pas pu venir. Bon, je suis pas là tout le week-end. Je rentre, tout le monde est parti. Et je vois tous les livres de prière de mon père étalés, parce que tout le monde les avait utilisés, ils n'avaient pas été ouverts depuis le décès de mon père. Mon père, moi j'ai des collections de BD, lui il a des collections de livres de prière, je ne sais pas pourquoi. Et je vois ça partout dans la maison, évidemment je suis ému. On va se coucher, ma femme, mon fils, le chien, moi. Énorme bruit pendant la nuit. Et le lendemain, dans le bas de la maison, des livres étalés dans toute la maison, des plantes versées, de l'eau partout. Un truc extrêmement bizarre. Moi, c'est pas que je crois au surnaturel, c'est que ça, je sais pas ce que c'était. Et tout de suite, j'appelle mon cousin Yaakov en Israël. Je lui dis, qu'est-ce qu'on fait quand on a un fantôme dans la maison? Alors, il me dit, surtout, t'appelles pas n'importe qui, parce que tu vas faire venir tous les rabbins charlatans de Paris chez toi. Et il me dit, je vais me renseigner. Et il est allé me chercher une prière que j'ai trouvée d'une beauté extraordinaire. Il y a des prières récentes. Le judaïsme, c'est un lieu où on écrit. Et j'ai lu cette prière et après, ça allait mieux. Donc ça m'a fait du bien. Mais
Après, j'ai demandé à des scientifiques de l'exorcisme juif, j'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y en a qui m'a dit, les toilettes, ils étaient ouverts. J'en sais rien, moi, si les toilettes, ils étaient ouverts. Ah, les esprits, ils veulent s'en aller. Et quand il y a de l'eau, ça les empêche de passer, ça les énerve. Je ne savais pas qu'on avait ça chez nous. Et je me suis rappelé que quand j'étais petit, effectivement, on couvrait les miroirs, on enlevait tous les récipients d'eau et on faisait tout ça quand il y avait une shiva dans une maison. Bon, après, moi, je suis très perméable à ça. Quand on me raconte bien l'histoire, j'y crois. Alors, parmi les révélations dont vous pourrez parler à votre prochain dîner de Shabbat, il y avait un mystère. Ce mystère, qui a plus d'une vingtaine d'années d'existence, mais c'était qui a inspiré le rabbin? Bon, le chat, ça peut être votre chat habituel, et donc on apprend que c'est Marc-Alain Ouaknin. Aussi. Mais Marc-Alain Ouaknin a eu une grande importance. D'ailleurs, je vais présenter ensuite des excuses au nom d'un copain catholique et italien. À l'époque quand j'avais 18-20 ans, j'étais très, très éloigné de la pratique religieuse et du judaïsme en général. J'étais étudiant en philo. J'ai découvert les ouvrages de Marc-Alain Ouaknin et ça a été une véritable révélation parce que c'était brillant. Il y avait un lien avec l'activité artistique. Il y avait un rapport très sain à la mystique, à la spiritualité. Puis c'est un grand philosophe. J'ai eu la chance de le rencontrer. J'allais à ses conférences et c'était formidable. Et ça a été un peu l'inspirateur du rabbin, du chat du rabbin. Il y en a eu d'autres. Il y a eu le rabbin Assayag de Nice, il y a eu d'autres rabbinim. Mais Marc-Alain Ouaknin a eu une immense importance. Et à chaque fois qu'il me reçoit, je suis très, très ému. C'est un de nos grands penseurs et je trouve qu'on le dit pas assez. Ensuite, les excuses. Mon meilleur copain, qui était célibataire à l'époque, qui est un grand Italien barbu avec des chemises blanches et des vestes noires, vous me voyez venir. Il a une passion pour la philosophie, il est catholique. Il allait à toutes les conférences de Marc-Alain Ouaknin. Il ne savait pas que c'était un club de rencontres juifs. Il partait à chaque fois avec une fille, c'était super. Et on ne lui demandait pas s'il était juif, il disait rien. Après, il y a un moment où ça se voyait. Et donc, je présente des excuses au nom de mon copain Fabien, mais pour toutes les rencontres qu'il a fait grâce aux conférences de Marc-Alain Ouaknin. Okay. Moi, rien. Moi, j'étais très sage. Alors, tu racontais tout à l'heure l'incident qui était que quand tu sortais après avoir fait ta garde à la synagogue de Nice, on te disait enlève ta kippa. Bon, ce livre est sorti, je crois, en 2022, me semble-t-il, et donc c'était avant le 7 octobre 2023. Alors, on va parler de l'actualité immédiate que peut-être certains d'entre vous ont eu la possibilité, malheureusement, de pratiquer. Vous savez que depuis le 7 octobre ou depuis le 8 octobre, beaucoup de gens qui commandent des Uber ou des Bolt changent leur prénom. C'est-à-dire qu'ils ne s'appellent plus Shlomo, mais Jean, que Rivka peut devenir Elisabeth, etc., etc. Alors, moi, ce qui m'a intéressé dans ce livre, c'est que toi, tu n'as pas attendu Uber, Bolt et compagnie pour avoir 3 expériences passionnantes avec des chauffeurs de taxi, quitte à payer l'un d'entre eux pour qu'ils se taisent. Bon, mais alors justement, je voudrais que tu leur racontes ces trois voyages. Ça me paraît très parlant. Bon, l'album La Synagogue venait de sortir, j'avais des interviews toute la journée, donc forcément je disais juif et synagogue, tous les 2 mots des interviews. Donc fatalement, premier taxi, je suis à Paris dans un taxi, je suis interviewé par... donc il y a juif et synagogue, tous les 2 mots. Au bout d'un moment, je raccroche et le monsieur me dit, comme dans le sketch de Likaku, vous êtes juif? Oui. Et là, il me dit, ah. Et j'ai dit quoi? Si j'avais su, je vous aurais pas pris. Mince alors. C'est un monsieur d'un certain âge. Et là, il commence à m'expliquer que les vrais juifs, c'est pas nous, c'est lui, parce que lui, il est portugais. Je dis que t'es souhaite, Khazak. Et là, il commence à m'expliquer un truc moi j'appelle ça des juifologues, qu'il a appris sur Internet ou je sais pas quoi, qu'il y a des vrais juifs, des faux juifs, qu'il y a des khazars, qu'il y a une conspiration, que tout ce qui se passe dans le monde, c'est la faute des juifs. Je ne peux pas en placer une. Je n'ai jamais entendu des horreurs pareilles. Et je me disais, mais il faut que je sorte, il faut que je vomisse, il faut que je le tape, qu'est-ce que je vais faire? Et tout le trajet se passe. Je me dis, mais c'est un des pires moments de ma vie. Et on arrive au moment où il me dépose. J'en ai pas placé une. Hein. Il me dit, monsieur, merci, c'était un immense plaisir de discuter avec vous. Moi, je n'ai pas parlé. Lui, il m'a juste déversé son truc. Bon, ça. 3 jours après, je suis à Nice. Je suis en taxi, une petite dame très gentille avec son petit chien. Jusque-là, elle était très gentille.
Et manque de bol, ça recommence, interview, encore il y a plein de radios juives, je vois. Et hop, juif, synagogue, juge raccroche. Vous êtes juif? J'ai dit, ah oui. Et là, ah ben moi, j'ai rien contre les juifs, mais j'ai beaucoup contre les khazars. Moi, ça faisait 2 jours qu'on m'avait parlé des khazars avant, je savais même pas ce que c'était. Et elle est partie encore par truc pas possible. Alors elle, comme c'était à Nice, c'était sûr, ah bah votre Estrosi, il est vendu aux juifs. J'ai dit, bah, écoutez, je l'aime beaucoup, je le connais depuis longtemps. Enfin, c'était un enfer. Et 3 jours après, encore un autre. Et là, je me suis aperçu, enfin, je savais depuis longtemps, mais qu'on avait un vrai problème, c'est que les gens, ces gens ont un problème avec des juifs imaginaires. On ne pourra pas lutter. Quelqu'un m'a dit, je me souviens plus qui, il y a toutes sortes de haine, il y a toutes sortes de racisme, mais ils ne se ressemblent pas. Quelqu'un qui déteste les noirs, en général, il a besoin d'un noir. Ça lui fait plaisir d'avoir un voisin noir, comme ça il peut en dire du mal. Quelqu'un qui déteste les juifs, il peut se débrouiller sans juifs. C'est assez économique comme détestation. Je me rappelle d'une interview de Lech Walesa où Lech Walesa disait mais c'est pas qu'on les déteste, c'est qu'on n'arrive pas à les reconnaître. Là, il y a le ferment d'un truc. Et on voit bien qu'on ne gagnera pas ce combat contre cette haine, tout simplement parce que c'est une haine qui fait plaisir. Et dans ce contexte-là, mais c'est une question grave, comment on survit? Comment on survit dans un monde où c'est pas qu'on se fait taper dessus dès qu'on est juif, par les temps qui courent. C'est que les gens ne vous parlent que de ça, jusqu'à ce que la scolarité soit impossible pour les enfants, jusqu'à ce que sortir dans un bar soit impossible, jusqu'à ce que... et effectivement, moi, par mauvaise tête, c'est pas que j'ai pas peur, mais j'ai une mauvaise tête plus forte que ma peur. Dès que je sais que des coreligionnaires ne peuvent pas afficher leur identité, moi je l'affiche 3 fois plus parce que j'ai la chance d'avoir un micro, j'ai la chance d'avoir tout ça, donc moi je me promène comme ça. Mais je les suscite, les discussions, donc c'est de ma faute. Je suis au milieu de cet enfer, j'ai plein de bonnes surprises. Je le redis, et c'est pas de la méthode Coué, après le 7 octobre, les seules personnes qui m'ont appelé étaient des camarades ou arabes ou iraniens, parce qu'il y a peut-être une promiscuité plus facile, une cousinade plus facile. Je ne dis pas que les autres ne me voulaient pas du bien, c'est juste qu'ils n'osaient pas m'appeler. Et les discussions les plus fécondes que j'ai eues depuis 3 ans, c'était avec des camarades musulmans et maghrébins. Mais pour une raison très simple, c'est qu'on a un passé commun. Je précise malheureusement que ce sont en général des gens de mon âge. C'est-à-dire les maghrébins juifs ou arabes de nos âges, on a le souvenir, non pas d'un paradis commun, certainement pas, mais d'une histoire commune dont on aime parler. Et on a aussi une chose en commun. Quand les gens viennent du Maghreb ou quand ils viennent du Proche-Orient, puisque on en parlera en janvier, mais je viens d'1 an d'entretien dans les territoires palestiniens, on a l'habitude de guerres injustes, de dirigeants corrompus, d'incidents sanguinaires, et on a l'habitude que rien ne fonctionne. Le point commun des Maghrébins de nos âges, c'est qu'on a l'habitude que rien ne fonctionne. Et ça a donné des discussions fécondes. Les discussions les plus dures ont eu lieu avec des jeunes gens qui n'ont aucun contact avec le Proche-Orient, ni juifs, ni arabes, ni musulmans, ni rien, mais qui ont une opinion très arrêtée sur ces territoires imaginaires dont ils ne savent rien. Et ça, ce sont des discussions... si on est seul avec la personne, oui, on va réussir à sortir quelque chose. Mais face à un groupe, face à une meute, je ne sais pas ce qu'on peut faire. Voilà. Mais bon, on vit tous cette histoire-là. La question, c'est comment on survit à cette histoire quand elle dure, comment on survit à cette histoire quand, également, au sein de la communauté juive, et c'est normal, on a tous des opinions très différentes, on a envie de se disputer, on est furieux dès qu'on entend quelque chose, comment Finkielkraut, il a dit oui à l'État palestinien, comment, merde, on pensait qu'il était extrême droite, on est déçu. Bon, comment on fait? Comment on fait pour... Imaginez, vous êtes président du FSJU ou président du CRIF, et vous êtes obligé d'organiser une soirée. Vous savez qu'il y a des gens qui veulent plus adresser la parole. On va parler pognon. Israël, la France, c'est le 2e donateur au monde pour Israël. Parmi les grands donateurs pour Israël, je pense qu'il y a un bon gros tiers d'Ashkenazim de gauche, voire d'extrême gauche, et une petite majorité de Sephardim, je ne veux pas caricaturer, qui sont infiniment moins à gauche, pour le dire à ma façon. Comment vous faites pour mettre tous ces gens-là dans une pièce et les faire se parler? L'enjeu pour nous des années à venir, c'est ça, c'est éviter la dislocation ou alors se disputer de manière constructive. Je n'ai pas la réponse. Bon, alors, puisqu'on est dans le vif du sujet, on sait que ta compagne, ta femme Louise est plus juive que toi, donc c'est pas la peine d'en parler. Mais dans
dans ce que nous vivons. Juste un mot à ce sujet. Quand les attaques ont commencé contre Delphine Orwiller, contre Anne Sinclair, contre moi, plus récemment contre Chaim Korsia, ce qui est une aberration, je ne sais pas dans quel monde on s'en prend au grand rabbin de France, on ne peut pas être d'accord avec une chose qu'il a dit, mais enfin, une des premières critiques qui est venue, je ne vais pas dire de qui, mais de beaucoup de gens, contre Delphine Orwiller, c'est « Ah, les libéraux, ils ne sont pas juifs ». Ça, c'est un fantasme depuis tout le monde. Il faut rappeler tout de même que c'est la première communauté aux États-Unis, donc c'est la deuxième communauté juive au monde. Si on décrète qu'ils ne sont pas juifs, ça nous fait beaucoup de monde en moins quand même. Je pense qu'il est tellement difficile aujourd'hui d'assumer une identité juive que quiconque veut venir au club, selon moi, est bienvenu. Et grâce à mes livres, depuis, vous m'avez dit 2 ans, vous avez raison, j'écume des tas d'endroits où j'étais jamais allé avant. Je suis allé dans toutes sortes de communautés, je suis allé dans toutes sortes de centres. J'ai vu des juifs qui sont tellement différents, vous ne pouvez pas imaginer. J'ai tous trouvé extraordinaires et courageux. Il ne me viendrait pas à l'idée, il ne me viendrait pas à la bouche d'exclure quiconque de cette communauté. Et je dois dire une autre chose qui est, parce que je m'intéresse beaucoup aux étudiants, je m'intéresse beaucoup aux jeunes, les identités les plus malheureuses depuis 2 ans, ce sont les jeunes gens qui ont un seul parent juif, qui ont un papa juif, par exemple, et à qui on a fort intelligemment dit qu'ils n'étaient pas juifs. Ah bon ? Alors la matrilinéarité, moi je veux bien, ça date du temps des Romains, mais enfin avant c'était pas comme ça. Il me semble qu'on a aujourd'hui des tests de paternité qui pourraient régler le problème. Mais vous en parlez même, il n'est pas question de judaïsme libéral, vous en parlez même à Chaim Korsia, donc au grand rabbin de France, il vous dit très clairement, il dit, mais enfin, ce sont des enfants qui sont de culture juive, s'ils souhaitent devenir juifs, c'est pas la difficile conversion de quelqu'un, c'est une formalité, c'est quelque chose. Donc qu'on ait à cœur d'exclure des jeunes gens qui sont écrasés par une identité dont ils ne savent pas quoi faire, qui sont pris à partie par leurs camarades à longueur de temps. Il y a une phrase d'Abba Kovner extraordinaire. Abba Kovner, c'est le type qui a eu la prescience de la Shoah avant qu'elle arrive. En Lituanie, une petite fille est revenue, elle a deviné ce qui se passait à Ponari, elle en a parlé. Et il a dit, avant, il a fallu que je combatte les Juifs avant de les convaincre. Je pense qu'il faut qu'on réussisse le combat entre nous et qu'on comprenne ce que c'est qu'une unité. Une unité, c'est certainement pas penser tous la même chose. C'est pas quitter la pièce. C'est pas humilier, c'est pas insulter. Pourquoi le combat est pas égal ? C'est que moi, par mon papa, j'ai été élevé dans un immense respect, y compris de nos religieux. Donc il y a des mots que je dirai pas, il y a des insultes que je dirai pas, il y a des excommunications que je ne prononcerai jamais. J'ai entendu des choses contre Delphine Orwiller et plus récemment contre Chaim Korsia qu'un religieux ne devrait jamais dire. Des choses qui m'ont rappelé les temps qui ont précédé l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Je ne comprends pas que des gens qui se disent avoir une spiritualité aient des mots aussi horribles à la bouche. Et on n'a pas le droit, dans les temps qui courent, d'être enfantin à ce point. C'est mon point de vue. Et je crois qu'on gagnerait à faire attention à ce qu'on écrit, même sur les réseaux, ou alors, j'ai oublié les commandements sur le Lachon Hara. Alors, on te rejoint tout à fait. Je dirais que depuis toujours, ce qui fait la force du peuple juif, c'est à la fois le débat, et c'est également d'être rassemblés face à nos ennemis, et ce n'est pas incompatible. Alors, tu parlais de Delphine, des attaques contre elle. Alors, juste un petit rappel dont certains se souviennent. 3 octobre 1980. Attentat contre la synagogue libérale Copernic. Discussion au sein du consistoire, on y va ou on n'y va pas, hein? Donc c'est pour te dire que c'est une vieille histoire. Alors, moi ce qui m'a beaucoup plu dans ce livre, d'ailleurs je me demande pourquoi il ne s'appelle pas Jusqu'à 120 ans, mais ça c'est bon, on en reparlera une autre fois, c'est que comme toujours c'est très personnel, c'est toi, c'est-à-dire que tu ne te caches pas derrière les uns et les autres, mais tu parles de toi. Alors, par exemple, on va apprendre des choses comme ta lutte pour perdre du poids. Ça ne fait pas partie de mes grands succès. Oui. Non, mais il en parle.
il en parle, et puis tu racontes que dans un premier temps, tu vas aller voir une spécialiste non juive, hein, pour te dire, bon, bah, ça va, on va tourner entre nous. Et puis, deuxième épisode, tu vas voir quand même quelqu'un de juif. Non, tu mélanges deux personnes. Non, mais je le fais exprès pour savoir si tu as lu ton livre. Non, j'ai vu plein de gens. D'abord, j'ai voulu avoir une psy. Et une psy, je voulais pas avoir une psy juive parce que je pense que les juifs ont une opinion sur moi. Il me semblait que, simplement, dans le 17e arrondissement, pour trouver une psy pas juive, waouh, j'en ai trouvé une. Bon. Et non, après, pour perdre du poids, j'ai fait 2 trucs qui n'ont pas marché, mais c'était très bien. Je suis allé voir une nutritionniste qui était vraiment très bien. Et je suis allé voir une hypnotiseuse qui était vraiment très bien aussi. Mais bon, ça n'a pas marché, je dois être un sujet difficile. Mais c'était très amusant dans les 2 cas. L'hypnotiseuse, il fallait dire au revoir au chocolat. Donc on imagine qu'il flotte, on imagine qu'il est loin, et puis on lui dit au revoir. Mais ça, je sais le faire. Mais après, ça me stresse tellement que je vais en manger. Bon, et il y a ça. Et la nutritionniste, il y avait un truc. La pauvre, elle travaille avec des malades du cancer. On était après le Covid, et elle me reçoit avec un masque. Il était vraiment très joli. Et il y avait juste le masque et on voyait que les yeux. Et elle me disait, je vous montre pas mon visage parce que je suis en oncologie. J'ai dit, bon, d'accord. Et en fait, c'était devenu un truc. C'est devenu très présent dans les séances. Et elle m'a demandé de prendre un carnet Hello Kitty, donc j'ai pris la marque qu'elle m'a dit, et d'écrire ce que je mangeais chaque jour. Donc j'écrivais, c'est vrai que je mangeais beaucoup, quoi. Mais ça ne m'a pas fait manger moins. Alors, tu as parlé de tout le travail, je dirais, de solidarité que tu allais faire avec les étudiants. Moi, je me souviens que tu étais même allé à Sciences Po. Bon, il est vivant, hein, vous avez vu, il s'en est bien sorti. Et alors, moi, j'ai envie de te poser une question très personnelle à laquelle tu peux répondre sans la présence de ton avocat. Tu as 3 enfants qui ont 24, 21 et 4 ans. 5. Et 5. Maintenant 5. Bon, mieux. Ils ont 1 an de plus que les livres. Oui. Que le temps passe. Bon, je vous signale que, alors je prends l'avance, si vous voulez lui souhaiter bon anniversaire, l'an prochain, ça tombe le 28 août, hein, comme cette année. Bon, alors, mais c'est pas ça ma question. C'est, tu parles partout où tu peux. Et d'ailleurs, moi, ce que je trouve absolument remarquable, c'est que tes 2 derniers livres qui pèsent donc quelques kilos, ils étaient très visibles partout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de boycott. Hein. N'est pas Amir qui veut. Je l'ai appris 2 ans après. Voilà. Et donc, c'est formidable. Mais ce n'est pas ça ma question. Ma question, c'est que tu essaies de porter la parole, même si certains ne sont pas toujours prêts au débat. Mais j'ai envie de te demander, tes propres enfants, comment ils vivent tout ça? Alors, d'abord, je te réponds parce que c'est un truc que tout le monde peut utiliser. Effectivement, avec Nous Vivrons et avec Que faire des Juifs, je suis allé absolument partout, et singulièrement avec l'UEJF, dans les endroits où il y avait des blocages. À Sciences Po pendant les manifestations, à la Sorbonne pendant les blocages. Bon, contre moi, il n'y a eu aucune violence. Et j'ai découvert une chose, c'est que les gens, quel que soit leur bord, ils ne sont pas là pour m'écouter. Avant tout, ils ont besoin de parler. Ça, c'est le plus important. Donc tu t'assieds, tu les écoutes. En général, tu en as pour 2-3 minutes. Au bout de 3 minutes, ils n'ont plus de souffle. Et là, tu peux commencer à parler. J'ai pas eu de mauvaise surprise. Dans tous ces lieux de débat, dans tous ces lieux, j'ai rencontré des cons, mais j'ai pas eu de mauvaise surprise. J'ai eu que des choses. Et je vais aller plus loin. Moi, je suis pas un penseur, je suis pas un philosophe, je suis pas un journaliste. En revanche, je suis assez observateur et je sais très bien retranscrire ce que m'ont dit des gens. L'ouvrage Terre de sang qui va sortir en janvier, il va être déstabilisant pour beaucoup de monde parce que non seulement il y a pratiquement une centaine de Palestiniens qui parlent, j'étais à Naplouse, j'étais à Ramallah, mais il y a également beaucoup d'Israéliens que vous entendez moins parce qu'ils ne relèvent pas de la gauche gouvernementale. J'ai fait parler des colons, j'ai fait parler des militaires qui n'ont pas tous un agenda à gauche. Et en fait, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des individus qui étaient tous totalement respectables, totalement dans leur logique, et aucun d'eux, même si la situation est abominable aujourd'hui, aucun d'eux ne ressemblait aux caricatures qu'on fait d'eux. Pour le dire autrement, je n'ai pas parlé à un seul... Moi, ce qui m'a énormément choqué en Israël, énormément choqué, je ne mesurais pas à quel point, c'est que
les Palestiniens connaissent par cœur Israël. Ils connaissent tout Israël pour 1000 raisons. Ils ont besoin d'y travailler, ils connaissent. Bon. Les Israéliens ne connaissent rien au monde palestinien. Mais c'est à un niveau que vous ne pouvez pas imaginer. Chacun a des phrases toutes faites pour expliquer que les Palestiniens vont bien, qu'ils pensent ça, qu'il n'y a pas d'innocents chez eux, que ceci, que cela. Moi, je veux bien, mais il y a un moment... Bon. Et dans les rencontres que j'ai faites, on parlera des Palestiniens au mois de janvier, mais par exemple, j'ai rencontré cette dame qui m'est tombée dessus un matin à mon petit déjeuner. Elle m'a dit... J'imagine que vous me dépeignez en suprémaciste raciste. Je dis bonjour madame, je ne sais pas. Parce que moi j'habite dans les colonies. Bon. Et puis elle commence à m'expliquer sa vie. Elle commence à m'expliquer qu'elle y habite parce que c'est moins cher et qu'elle ne peut pas se payer mieux, qu'elle est née au Maroc, qu'elle est arabophone, que ceci, que cela. Et après, quand cette dame vous raconte son quotidien, bah oui, son quotidien, c'est son quotidien, puis elle fait ce qu'elle peut. Quand vous parlez à des journalistes ou des professeurs palestiniens qui habitent à Ramallah, qui habitent à La Pelouse, qui vous racontent leur quotidien, qu'on passe 2 heures dans des checkpoints, pendant qu'on fait l'accueil, il y a des colons qui nous jettent les poubelles sur la voiture, il y a des militaires, ils s'amusent à fouiller nos enfants. Normalement, en dessous de 9 ans, un enfant, il ne peut pas aller en prison en Israël. Ah oui, mais près des fermes de Massa Feriata, oui, il y a un gosse de 9 ans qui a passé... Vous vous mettez juste à leur place. Et moi, je suis très fier d'être l'auteur le plus bête du monde et de ne pas mettre ma pensée au milieu de ça. Et je rêve qu'à partir de mes livres, on ne puisse pas faire de synthèse. Parce que la synthèse, vous l'avez tous les soirs à la télévision et je ne me mêle pas de ces opinions. Donc j'ai fait parler des êtres humains. Maintenant, mes enfants. J'ai 3 enfants très différents. D'abord, je n'ai pas le droit de parler en leur nom. Je les ai élevés dans la laïcité républicaine. Je les ai élevés en mettant l'humanisme avant tout. Je pense qu'ils sont préoccupés. Ils sont préoccupés de ce qu'ils voient en France. Je ne les ai pas du tout élevés dans la religion. C'était pas mon quotidien. Je pense qu'ils ont un peu la trouille pour moi parfois, parce qu'ils ont... comme beaucoup de juifs publics, il y a beaucoup de choses que je note pas, auxquelles je ne fais pas attention. Eux, je pense qu'il y a des choses qui les préoccupent. Voilà, pour la plupart, en général, ils sont très courageux. J'ai un fils qui fait une tête de plus que moi, et j'ai une fille qui traverse tout ça comme elle peut. Et j'ai un petit garçon de 5 ans qui ne sait pas que ça existe tout ça. Il ne sait pas qu'il y a l'antisémitisme. Donc il pense que dans les taxis, on peut dire, et il ne s'en prive pas, qu'il a hâte d'aller en Israël. Il peut chanter la chanson de Shabbat, ou il dit des lettres en hébreu, il dit des trucs. Je n'ai jamais eu une seule réaction négative d'un taxi. Jamais. On n'a rencontré que des taxis très gentils. Une chose que m'a dit Marjane Satrapi qui est très juste. On a foutu le feu à un cinéma qui présentait son film il y a quelques années, je ne sais plus dans quel pays arabe. Et elle me dit, mais tu sais ce pays, je ne sais plus lequel, j'y étais il y a 2 semaines, les gens ils étaient adorables, ils ont tous adoré mon livre, mais il suffit d'un fou pour brûler un cinéma. Et ce à quoi on est tous confrontés, c'est exactement ça, c'est qu'on passe notre vie à croiser des gens extraordinaires. Pardon, je parle du livre d'après, mais je trouve l'anecdote très très juste. Le livre s'ouvre par l'interview d'un chirurgien français juif de Toulouse qui a fait son alia il y a quelques années et qui s'est trouvé le 7 octobre à opérer à tour de bras des soldats blessés. Donc il était très proche des victimes de la synagogue de Toulouse lors des tueries de Mohamed Merah. Il dit « J'ai grandi dans un quartier populaire de Toulouse. À chaque fois que des gens nous ont agressés, c'est des copains arabes qui nous ont défendus. Et ces copains, ils existent toujours. Et ça ne veut pas dire non plus que d'autres gens ne vont pas vouloir nous agresser, issus de cette communauté ou d'une autre. Et dans cette complexité-là, ce chirurgien a fait son alia. Dans cette complexité, il se retrouve à opérer le jour du 7 octobre des dizaines de soldats qui étaient sous-équipés, qui sont arrivés dans les fermes, qui se sont fait abattre, saigner de partout. Les 2 tiers des internes qui étaient avec lui, c'était des Palestiniens, qui ont passé jour et nuit sans dormir pendant 10 jours à soigner des soldats israéliens. Et à un moment, il a une pause cigarette avec un de ces types. C'est les gens qui ont sauvé le plus de juifs après le 7 octobre, c'est des docteurs arabes en Israël. Bon. Et il lui dit « ça va ?» Et l'autre lui dit « ça va, mais si dans ma famille on sait ce que j'ai fait, on ne va plus me parler. » Et donc tout le monde est confronté. Donc moi je suis pas quelqu'un qui parle de nuances, c'est pas mes mots, parce que je suis quelqu'un d'assez brutal, d'assez radical. Je suis juste, je peux pas ne pas avoir un regard dramaturgique sur le monde. C'est-à-dire, on assiste en permanence au petit théâtre des êtres humains qui sont tous broyés par des trucs qui les dépassent. Par exemple, quand j'entends, je suis désolé, je déborde sur le livre d'après, mais parce que ça m'écrase. Quand j'entends depuis ici parler en permanence d'identité palestinienne ou d'identité israélienne, comme s'il était question de drapeau, moi, ça m'intéresse infiniment plus de voir le quotidien des gens. Je pense en particulier
aux fermiers de Cisjordanie qui, moi je m'imaginais depuis la France que la Cisjordanie c'était un lieu surpeuplé où des Juifs et des Arabes se bagarraient pour avoir le territoire. C'est pas ça du tout. C'est une espèce de Far West avec des collines quasiment vides, et dès qu'il y a un village arabe, il y a des gens pour mettre une implantation au milieu et le couper en deux, essayer de leur couper l'eau, essayer de les emmerder le plus possible. C'est un truc, on le voit, c'est presque un épisode des Simpsons. Mais simplement, quand vous parlez à ces fermiers, ils vous disent pas je veux un drapeau palestinien ou ceci, ils disent je veux qu'on me laisse vivre. Je veux qu'on me laisse vivre avec mes moutons, je veux qu'on arrête de nous taper. Comment vous voulez pas entendre ça ? Donc voilà, moi mon travail c'est pas d'avoir des idées, c'est d'écouter, c'est de regarder. Après mes enfants c'est compliqué parce qu'ils ont les deux grands, ils portent un peu ça, et le petit, moi j'ai la trouille de voir qu'il le porte pas encore et qu'il sait pas dans quoi on l'a mis. Alors on va continuer sur. J'ai une autre question, mais c'est pour vous tous. On a tous élevé nos enfants dans l'idée qu'ils devaient parler à tout le monde. Dans l'idée que le but, c'était pas de fréquenter que des juifs, c'était pas de parler qu'à des juifs, c'est de parler à tout le monde. Pour 1000 raisons, on est tous en train de mettre nos enfants dans des écoles juives parce que tout simplement, on ne sait pas où les mettre ailleurs. Dans les écoles laïques et républicaines, ils se font casser la figure. Dans les écoles catho, elles ont trop de monde, elles ne peuvent plus embaucher. Et on ne peut pas faire autrement. Et je ne parle même pas du nombre croissant d'entre nous qui sont en train de partir en Israël, parce que, pas parce qu'on trouve que c'est le paradis, mais parce qu'il y a un moment où la vie juive est devenue difficile. Je ne nous souhaite pas un avenir où on se parle qu'entre juifs. Mais on est poussé à ça en ce moment. Je n'ai pas les réponses. Je vous dis juste mes interrogations, je n'ai pas de réponse. Alors, juste là pour, comment dirais-je, dramatiser un petit peu l'ambiance, il y a actuellement, place de la République, une manifestation qui est organisée par Mélenchon, et le thème c'est contre l'extermination à Gaza. Et hier soir, c'est la synagogue de Sète qui a été profanée. Et je ne parle pas de l'histoire de la Sorbonne d'hier, c'est déjà de la préhistoire. Alors, tu dois connaître ce dessin qui date d'il y a très longtemps, à l'époque où on n'allait pas tellement en avion en Israël, où on n'en revenait pas tellement, mais c'était, on y allait en bateau. Et ce dessin très connu, c'est un bateau de Juifs de France qui veut aller à Haïfa, et un bateau d'Israéliens qui part de Haïfa et qui veut aller en Europe, quitter Israël. Et quand ils se croisent, chacun dit « mais vous êtes fous ». Et donc c'est quelque chose que tu soulèves dans plusieurs planches de ton livre, qui est qu'est-ce qu'on fait. Alors, tu l'as indiqué la semaine dernière, dimanche dernier, il y avait beaucoup de gens au salon de l'Alia. La semaine précédente, énormément de gens au salon de l'immobilier. Mais en même temps, on observe que seulement 2000 juifs de France sont partis durant l'année qui est en train de s'écouler. De l'autre côté, on sait que le nombre d'Israéliens qui ont quitté Israël est supérieur au nombre de juifs du monde entier qui ont fait leur alia durant cette année. Alors, la question est très simple, c'est toi tu es, je dirais, à cheval entre la France et Israël. Bon, c'est pas ce qu'on appelait autrefois l'alia Boeing, hein, mais alors, ce qui transparaît à travers ton album, c'est que bien sûr, tu voudrais, en tant que Français, en tant que républicain, en tant que laïc, que, je veux dire, le maximum de Français juifs ne deviennent pas des juifs français et restent ici. Alors, question générale, avec tout ce qui se passe, comment tu vois l'avenir ? C'est des questions tellement intimes et tellement collectives que je ne sais pas y répondre. En tout cas, c'est la raison pour laquelle... À quelle heure est ton prochain train ? C'est la question pour laquelle je crois qu'aucun de nous ne dort depuis 2 ans. Le chiffre qui me paraît le plus flagrant, le plus parlant, la demande d'ALIA a explosé depuis 2 ans. L'agent suivre n'arrive pas à les traiter, mais les ALIA effectives ont chuté. Donc on est dans une angoisse absolue, mais ce qui est beaucoup plus parlant, demander à n'importe quel Français juif
s'il s'imagine que ses enfants vivront encore en France. Et vous n'en trouverez pas un, mais pas un seul, qui vous dit « j'ai la certitude que mes enfants pourront vivre paisiblement en France ». Ça, c'est quelque chose de terrible. L'autre chose qu'on entend en Israël... Alors, pour mon identité, c'est très simple, on me le dit assez en Israël, je suis français. Et ça me va très bien. J'ai la France chevillée au corps. Si un jour je dois quitter ce pays, ce sera dans un déchirement absolu, d'autant qu'Israël a besoin de la diaspora. Donc Israël n'existe pas sans la diaspora. On est la deuxième communauté juive au monde en France après les États-Unis. Donc à moins d'être obligé, je ne me vois pas quitter la France. Simplement, je passe la moitié de ma vie en Israël et j'entends. Une chose qui est passée assez inaperçue en Israël, quand on parle du détricotage, moi je ne parle jamais de politique israélienne, je ne me permets pas, sauf quand j'ai le sentiment que ça met en danger la survie d'Israël et qu'on est, selon moi, et je sais que je vais choquer, face à des ennemis d'Israël. On a aujourd'hui au gouvernement israélien un ministre qui a fait de la prison après la mort de Rabin. Il est au gouvernement. Voilà. Non, je ne souhaite pas être applaudi, c'est un sujet grave. Il y a une loi qui est passée totalement inaperçue, en tout cas les Français juifs ne l'ont pas entendue, n'en ont pas parlé, c'est la loi de l'État-nation, qui est passée il y a 1 ou 2 ans, qui est une trahison profonde. Elle est passée en 2018. En 2018, pardonne-moi. J'ai fait un livre là-dessus. Pardon. C'est une trahison de tout ce qu'a toujours été Israël, puisque le projet israélien, c'était de créer un État, évidemment, en cohabitation, en cohésion, en politesse, auraient dit certains, avec les peuples de la région. La loi de l'État-nation, c'est une loi qui dit que quand vous n'êtes pas juif, vous êtes moins israélien que les autres. Ça, c'est passé. La question que posent les amis que je fréquente, alors qui sont évidemment tous ashkénazes, aucun d'entre eux n'est francophone, ou en tout cas très peu, c'est des gens de la télévision, c'est des gens du cinéma, c'est des gens de l'armée, donc je fréquente des espèces d'élites, on va dire. La question qu'ils posent tous, c'est nous allons voir lors des prochaines élections si nous sommes encore une démocratie. Ils subissent depuis des années un détricotage du système judiciaire qui fait que est-ce que la clique qui est au pouvoir va le rendre? C'est pour ça que je me mêle de politique israélienne. C'est pas pour parler quand on dit... j'ai entendu hier à la télévision le cinéaste israélien Lapid qui a dit mais les Israéliens avant le 7 octobre étaient capables d'aller dans la rue pour la modification du système judiciaire. Là, ils ne sont pas capables d'aller dans la rue contre les bombardements à Gaza. Je comprends ce qu'il dit. Simplement, il y a 10 jours, il y avait 1 300 000 Israéliens dans la rue pour l'arrêt de la guerre. À l'échelle d'un pays de 10-11 millions d'habitants, ça fait quand même beaucoup de gens contre la destruction de Gaza, pour la libération des otages et contre la guerre. Mais ces manifestations avant le 7 octobre, au sujet du système judiciaire, ils savaient très bien pourquoi ils étaient dans la rue. Ils savaient qu'on était en train de leur voler la démocratie israélienne. Et il y a, si on relit Yeshayahu Leibovitz, qui était un des plus grands penseurs d'Israël, il dit on aurait dit il y a un loup dans la pensée israélienne depuis la création de cet État. Il disait de manière très juste, il disait j'adore le sionisme, j'adore l'idée d'un État pour les Juifs, et j'adore la religion juive, puisqu'on sait à quel point Leibovitz était religieux. Il disait le problème, c'est quand on mélange les deux. J'ai quand même une camarade qui m'a dit il y a 2 jours, on est en train de nous fabriquer la République islamique d'Iran des Juifs. Ça me semblait un petit peu caricatural, c'est le genre d'extrémiste auquel moi, là, ce qui fait que je me fais tellement engueuler quand je suis ici, c'est très simple, c'est que les discussions que tout le monde a à Tel Aviv en permanence, et donc tout le monde a oublié 2 minutes après, c'est que les gens ils peuvent être d'extrême gauche, d'extrême droite, de ci, de là, tout le monde se gueule dessus, c'est tout à fait normal. Quand on ose dire le 10e en France, de quel droit tu dis ça, Chas Shalom et tout. Je crois qu'il y a, et je peux le comprendre, après le 7 octobre, il y a une envie de tous les Français juifs et de tous les juifs de diaspora d'être solidaires de la population israélienne. Ça, c'est tout à fait légitime. Et être solidaire de cette population, c'est également être solidaire des réservistes qui ne veulent pas retourner se battre. Les choses auxquelles j'ai assisté récemment. Quand, après le 7 octobre, vos enfants vont à la guerre et qui sont blessés ou qui meurent, vous vous dites qu'ils sont morts pour une bonne cause. C'est terrible, mais vous vous dites... Quand aujourd'hui, des parents ont des enfants qui vont faire une guerre qu'ils détestent, des enfants qui vont faire une guerre et qu'il y en a qui meurent, parce qu'il y en a qui meurent tous les jours, il n'y a pas juste Gaza qui est détruit et les massacres qu'on voit à Gaza et les déplacements. Il y a également des soldats israéliens qui meurent pour une guerre que beaucoup d'entre eux refusent. Voilà où on est. Et donc là, il me semble que notre devoir, si on est solidaire de la population israélienne, c'est pas d'être dans un camp ou d'un autre, c'est d'être le miroir de cette diversité d'opinions. Et on essaye de nous tordre le bras depuis 2 ans pour nous dire qu'être solidaire d'Israël, c'est répéter les éléments de langage d'un gouvernement qui, selon moi, ne représente pas les raisons pour lesquelles j'aime Israël. Voilà. Et je mesure
le nœud mental qu'il y a, puisque vraiment, ce qu'a dit Delphine Orwiller il y a 6 mois était à un niveau de modération extrême par rapport à ce que j'entends tous les jours à Tel Aviv, venant y compris de hauts gradés de l'armée qui disent pire qu'elle. Mais on a besoin en France, qu'est-ce qui nous est arrivé avec LFI depuis le 7 octobre? On a des gens qui n'ont aucun lien avec le Proche-Orient, qui se sont appropriés la cause du Proche-Orient, la cause palestinienne, pour dire tout simplement les slogans du Hamas. Qu'est-ce qu'on avait en France avant, depuis les années 80-90, quand j'ai commencé à militer? On avait des militants de gauche ou de droite ou d'où on veut, mais dans lesquels des intellectuels israéliens et palestiniens se parlaient souvent, dans lesquels parler de Proche-Orient, c'était amener, non pas de la nuance, je vous dis, c'est pas mes mots, amener des diversités d'opinions et être le creuset d'une pensée, d'un vivre ensemble, de propositions. Je pense qu'aujourd'hui, être acquis à cette cause, être intéressé par le Proche-Orient, c'est amener les diversités d'opinions qu'on entend là-bas. Et malheureusement, là je viens de taper sur les juifs comme d'habitude, parce que c'est ce qu'on demande à un juif, mais dans le monde palestinien, j'ai assisté à la même chose. C'est-à-dire, je n'en peux plus en France de n'avoir personne qui parle au nom des Palestiniens et qui ressemble aux gens que j'ai vus là-bas. Qu'est-ce que j'ai vu là-bas? J'ai vu des professeurs, j'ai vu des juristes, j'ai vu des musiciens, j'ai vu des artistes qui racontent leurs difficultés de vie quotidienne. J'ai vu ceux qui ont des papiers israéliens et qui me racontent leurs difficultés et vis-à-vis de la population juive et vis-à-vis des autres Arabes. Moi, je rêverais qu'en France... Il y a un truc qui n'est pas normal. On a le pays au monde qui est le plus passionné par le Proche-Orient. C'est-à-dire, vous faites une émission sur le Proche-Orient, tout le monde regarde, et c'est le pays au monde où personne ne parle de là-bas. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Palestiniens à la télé française. On n'a pas à la télé française d'Israéliens qui nous racontent leur quotidien. Donc on a une espèce de fantasme qu'on agite tous et ça nous rend débiles. Et voilà, je ne sais pas où je vais avec ça, mais je crois qu'on a un problème. Alors, avant de vous donner la parole, on va parler un petit peu de tes dessins qu'on peut découvrir pratiquement tous les jours sur Instagram. Alors, je vais parler de celui de... je crois que c'était lundi, me semble-t-il. Alors, d'ici, malheureusement, on ne le voit pas, mais je vais vous le décrire. On croit reconnaître un président actuel de la République. Et un de ses conseillers dit, suite aux déclarations d'Olivier Faure, on se demande si décréter un État palestinien le jour du Nouvel An juif n'ouvre pas la porte à des confusions. Et le président de la République répond, sinon on fait ça le 7 octobre. Alors, bien évidemment, moi j'ai adoré et je voulais te demander, tiens, à propos, tu as été invité par le président de la République, il a fait lundi soir un dîner pour les intellectuels. Tu étais, toi? Attends, je crois que tu sais des choses. Non, j'ai pas souhaité y assister pour des raisons. Alors c'est une situation très délicate parce que je suis proche de beaucoup de gens de la chancellerie française et je comprends les motivations. Je comprends que face à la destruction de Gaza, face à l'historicité des rapports entre la diplomatie française et israélienne, je comprends que la France ne souhaite pas rester les bras croisés face à ce qui se passe. Je comprends parfaitement. Ce qui me met très mal à l'aise, c'est quand on insulte mon intelligence et quand Emmanuel Macron se contredit lui-même. Je crois que toutes les personnes sensées, quiconque aime Israël et quiconque aime les populations de cette région, rêvent que les populations de cette région, qui ne vont pas disparaître, ni les uns ni les autres, et chacun un État, et chacun de la justice, vivent en paix et se tapent tous dessus. L'objectif, c'est tout de même. Quand Emmanuel Macron annonce il y a quelques mois, nous reconnaîtrons un État palestinien après que le Hamas aura déposé les armes, après que les otages auront été rendus, après que l'autorité palestinienne ait repris, même si elle n'est pas parfaite, l'autorité palestinienne ait repris les rênes de Gaza, qui peut dire non à ça? Simplement, là où on insulte notre intelligence, c'est quand il y a moins d'une semaine, je ne vais pas redire cette discussion, mais des représentants de cette administration me disent « mais c'est formidable, on va remettre en selle l'autorité palestinienne, le Hamas déteste ce qu'on est en train de faire, on va les exclure de facto ». Là, on insulte notre intelligence. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que le Hamas est toujours au pouvoir à Gaza. Ce qui se passe, c'est que Gaza est toujours détruit. La guerre ne s'arrête pas. Donc, on va
reconnaître de manière abstraite un État. Je comprends, on va me dire que c'est un geste symbolique. Il y a déjà 145 pays qui ont reconnu un État palestinien. Mais enfin, là, on se paye de mots. Là, selon moi, le vrai combat, et que la France pourrait mener, parce que l'Institut français de Jérusalem, que Netanyahou veut fermer, c'est un lieu extraordinaire qui reçoit aussi bien des Palestiniens que des Israéliens, qui est un vrai lieu de jonction. Bon, un combat que la France pourrait mener. En Israël, il y a 12 députés arabes de la Knesset. Il y a 2 millions d'Arabes qui ont des papiers israéliens. Ces 12 députés sont tous parfaitement modérés, parfaitement audibles. C'est des interlocuteurs extraordinaires. Combien d'entre eux ont été invités sur les grandes chaînes israéliennes pour parler de l'opinion arabe israélienne depuis le 7 octobre? Zéro. Zéro. Donc dans quel monde on a une démocratie égalitaire quand 2 millions de citoyens ont des représentants qu'on n'invite pas à la télé? Si on va à Ramallah, Ramallah, c'est la Suisse de la Palestine, c'est une ville riche, c'est une ville avec des gens qui ont tous fait Oxford parce qu'ils ont tous 2 papiers comme les Juifs en Israël. Ils sont extrêmement qualifiés, c'est les populations les plus lettrées, les plus éduquées du monde arabe. Si vous cherchez des interlocuteurs à Ramallah, je vous en trouve 200 dans la journée. On ne les voit jamais. Ce que pourrait faire la diplomatie française, c'est mettre en avant des interlocuteurs. Parce que la réalité, quand on dit on va remettre en avant l'autorité palestinienne, c'est que les Palestiniens n'en veulent pas. Quand on nous dit, quand tous les gens, les jusqu'au-boutistes d'extrême droite de chez nous disent à Gaza, ils ont élu le Hamas. Ils n'ont pas élu le Hamas. En 2005, ils ne voulaient plus de l'autorité palestinienne qui était aussi corrompue que le FLN a pu l'être en Algérie il y a longtemps. Donc ils ont voté pour n'importe quoi pour ne pas avoir le Fatah. Et ils ont voté à 40% pour le Hamas. Dès qu'il a été élu, le Hamas a assassiné, je crois, 120 ou 130 diplomates du Fatah. Bon. Il y a la population palestinienne de Ramallah, elle est radicalisée par abstraction, mais elle rêve d'un leadership plus jeune. Et là, l'administration française pourrait avoir un lieu. Moi, ce que je reproche, c'est de se payer des mots, de se faire plaisir dans une action qui ne va pas apaiser le calvaire de Gaza, qui ne va rien amener d'autre dans la région que les discours victorieux du Hamas qu'on entend maintenant. Et si je veux aller un petit peu plus loin, parce que ça devrait être ça l'extrême urgence, on a 2 personnages qui, à mes yeux, sont des jumeaux, mais c'est peut-être parce que je n'ai pas mes lunettes, que sont Benjamin Netanyahou et Erdogan en Turquie. On a beaucoup agité l'Iran. Selon moi, les 2 grandes puissances qui sont à l'œuvre depuis le début de ce conflit et qui vont nous tomber sur la gueule, c'est Netanyahou d'un côté, Erdogan de l'autre. Là, une guerre est possible. Et là, une guerre qui est sans commune mesure avec ce qu'on a vu jusque-là. À mon avis, c'est là-dedans que la diplomatie devrait s'activer. Et quand un diplomate français me dit il faut pousser un peu pour que Netanyahou accepte, alors ce n'est pas le Netanyahou qu'on connaît. Hein. Ils viennent de faire un cadeau extraordinaire à Netanyahou qui va pouvoir dire tout le monde nous déteste, on est une forteresse assiégée, la France est notre ennemi. Ça, c'est d'un côté. Et du côté du Hamas, si on me dit, bah voyez, ah oui, le 7 octobre, c'était peut-être un peu du terrorisme, mais regardez, maintenant on a un État. Donc cette déclaration, selon moi, on fait plaisir peut-être à l'opinion intérieure française, mais on fait un cadeau et aux jusqu'au boutiste de Benvir et au Hamas. Donc effectivement, je n'avais pas le cœur d'aller à ce dîner. Merci. Je ne suis pas spécialiste. Non, mais on sait que tu n'es pas spécialiste, mais tu dis des choses tout à fait sensées. Alors, on va à présent passer aux questions. Et donc, je te confie un instrument très important qui est le micro. Bonsoir à tous. Alors, je vais passer parmi vous pour quelques questions. Avant la question, je veux juste préciser une chose, parce que peut-être les gens ne le savent pas, ou en tout cas on ne le dit pas assez. Dans toutes les critiques qu'on aime faire face au président de la République, je retiens son absence à la marche contre l'antisémitisme après le 7 octobre, qui est inoubliable. C'est une tâche historique dans notre pays. Une fois qu'on a dit ça, l'administration française en France se bat bec et ongle contre l'antisémitisme en permanence, même si l'antisémitisme explose. Et ce que vous savez peut-être moins, c'est qu'après le 7 octobre, à Tel Aviv et à Jérusalem, l'ambassade de France et l'Institut français de Jérusalem ont été extraordinaires, et avec les familles d'otages, et avec les survivants. Et si je voulais être méchant, ils ont parfois fait un travail que l'administration israélienne ne faisait pas. Donc on a, rien que par respect pour les fonctionnaires qui ne sont pas forcément juifs et qui se mouillent pour nous, il y a une limite à la critique qu'on peut formuler contre l'administration française. Ça, j'y tiens beaucoup. C'est moi qui vais ouvrir le bal, Ah, Johan. Presque comme d'habitude. Dans les propos du président de la République sur la perte de l'universalisme juif, finalement, cette phrase qui m'a personnellement le plus choqué
dans la mesure où on n'attend pas d'un président de la République qu'il interpelle une quelconque partie de la nation française en les désignant comme juifs, chrétiens, musulmans, bouddhistes, athées. Le président de la République a le devoir de parler aux citoyens français uniquement comme à des citoyens français. Et cette phrase, c'est peut-être celle qui est passée au regard des réactions le plus inaperçue, alors qu'elle est la plus intolérable et qu'elle est peut-être celle qui est la plus condamnable. Tu as tellement raison. Tu as tellement raison, et c'est dans ces moments-là, c'est dans ces moments-là qu'on mesure à quel point le rapport passionnel qu'entretiennent beaucoup de Français au judaïsme nous dessert et indique à quel point on nous comprend mal. Mais ça j'y assiste depuis toujours, mais je peux te donner quelques exemples avec cet enfer pavé de mauvaises intentions. Effectivement, quand Emmanuel Macron dit ça, il dit son opinion sur ce que devrait être l'universalisme juif, sauf qu'en réalité, on est les meilleurs élèves du monde de la République, mais on se fait foutre dehors à coups de pied au cul dès qu'on essaie de participer à quelque chose. Bon. L'autre chose qui m'a énormément marqué, et là encore, c'était pavé de bonnes intentions. Lors du dîner du CRIF cette année, François Bayrou a pris la parole pour dire à quel point il avait un amour du judaïsme, à quel point ses enfants avaient appris l'hébreu à l'école catholique, à quel point ceci, à quel point cela. Mais moi, je ne suis pas Albert Cohen, moi, je ne rêve pas que les gens m'aiment, je veux juste qu'on me traîne comme tous les autres citoyens. On voit bien que quand Jean-Luc Mélenchon prend la parole pour sortir des saloperies qui relèvent de l'imaginaire des colons qu'on avait autour des années 1900, il réactive un vocabulaire familial. Et moi, j'ai toujours milité, on me comprend mal là-dessus, mais là je crois qu'on comprend mieux, j'ai toujours milité pour un non-événement juif. Moi, je ne demande pas que les gens aient une passion pour le judaïsme, je ne demande pas qu'ils aiment les juifs, les philosémites me terrifient encore plus que les antisémites, je demande juste qu'on nous traite comme tout le monde, qu'on ne nous tape pas dessus, qu'on ne nous prenne pas à partie sur Israël, qu'on ne nous dise pas « Ah, t'es juif, donc t'es sioniste, donc ceci, donc cela ». Et l'erreur de nos gouvernements, très souvent, c'est une maladresse, je veux bien croire qu'elle est bienveillante, mais c'est de dire à quel point ils nous aiment, à quel point... Il y a un moment... Et ça me fait tellement penser à La Minoire de Nadine Morano que je ne sais plus où me mettre. Et il n'y a pas... Mais après, là où on est, je vais dire une grossièreté dans la merde, c'est qu'on n'est parfois pas aidé par nos coreligionnaires. Par exemple, moi, je me bats de toutes mes forces pour qu'on dise français juif. Parce que tout simplement, juif de France, c'était la terminologie du maréchal Pétain quand il a fallu exclure des juifs de la société française. Simplement, quand je dis ça, il y a des hamars de chez nous qui viennent m'engueuler en me disant « Moi, je suis juif avant d'être français ». Qu'est-ce que je peux dire ? Qu'est-ce que je peux dire face à ce niveau de déni de soi, etc. Nous, on ne demande pas, et le reproche qu'on nous fait tout le temps, c'est qu'on serait mieux traité que les autres. On serait favorisé par rapport aux autres, etc. Mais moi, je ne demande pas ça, on demande juste à être traité comme tout le monde et à pouvoir jouir des mêmes droits que les autres citoyens. Et c'est un lieu d'incompréhension. Mais aujourd'hui, on est de plus en plus traité comme des éléments exogènes dans la société française. Et c'est peut-être inéluctable. C'est ça qui est terrible. Ce qui s'est passé à la Sorbonne il y a quelques jours, des élèves ont été exclus parce qu'ils étaient juifs ou juifs supposés, et il y a eu un sondage, les juifs pour ou contre. Le ministère a réagi dans la journée, l'université a réagi dans la journée. Je pense qu'ils ont un problème légal, c'est que ça s'est passé sur une boucle WhatsApp, donc à l'extérieur de l'université. Je ne suis pas sûr qu'ils puissent prononcer une exclusion à partir de ça. Mais enfin, on ne peut pas reprocher à l'administration de ne pas avoir... Mais ça me rappelle une phrase d'un camarade qui est aujourd'hui cadre de la communauté juive, je ne vais pas le citer. Il me parlait du Maroc. Il disait, mais au Maroc, le roi nous a toujours défendus, c'est la rue qui nous a mis dehors. Et moi, je pense que si on a besoin d'être défendu, c'est qu'on est dans une situation très difficile. J'ai un camarade qui représente la communauté Rome, à qui j'ai beaucoup parlé récemment. Il me dit, tu sais, à chaque fois qu'il y a une exposition sur les Roms, d'abord, c'est jamais des Roms qui l'organisent, et ensuite, on dit toujours, on va améliorer le regard sur votre communauté. Mais s'il y a besoin d'améliorer le regard, c'est qu'il n'était pas bon le regard avant. Et moi, je rêve d'un non-événement juif. Malheureusement, je ne crois pas que ça se profile. Mais même, là encore, là où on alimente le truc, il y a 2 jours, je parlais à des copains israéliens, je leur dis, mais il faut arrêter tous de s'imaginer que le Proche-Orient est le centre du monde. Et ils me regardent, ils disent, mais c'est le centre du monde. J'ai dit, bon, ok, alors raccrochez. Alors là, il y a une question par ici. Bonsoir, j'avais lu votre livre, le précédent, Nous vivrons, et ça m'avait beaucoup touché. Alors, je vis à moitié en France, à moitié en Israël, et par rapport à beaucoup de choses que vous avez dites, je veux dire quelque chose d'un peu provocateur, mais vous allez comprendre ce que je veux dire, c'est que, en fait, j'aurais voulu ne pas être juif en ce moment pour avoir le plaisir d'être antisémite, communier dans l'antisémitisme. Ce que je veux dire, c'est que, et j'ai du mal à en parler à mes amis non juifs, c'est que
c'est comme si aujourd'hui être antisémite, en vrai, c'était devenu une mitzvah, mais mot que je ne peux pas expliquer ou difficilement. Ce que je veux dire, c'est que j'ai vraiment le sentiment qu'un des caractères novateurs de cet antisémitisme, c'est que, en fait, détester les juifs en ce moment, c'est être un mec bien. Enfin, dans une sorte d'inconscient, parce que beaucoup de choses qui se passent dans le conflit actuel sont horribles, etc. Et donc, ça m'a rappelé un petit peu, à l'époque de la Yougoslavie, détester les Serbes, c'était être un mec bien, parce que les Serbes faisaient des choses détestables, mais en vrai, on oubliait que sur les 10 millions de Serbes, il y avait 9 700 000 Serbes qui étaient sympas et qui n'avaient aucun grief contre les Croates, les Bosniaques, etc. Et ben, vous voyez, j'ai ce sentiment que cet antisémitisme qui est sympa, en fait, qui est, vous voyez, c'est je roule à vélo, je mange bio et je suis antisémite. Voilà. Vous voyez, voilà. Je partage profondément votre constat. Et j'ai eu une phrase récemment, donc je vous la redis, j'en étais assez fier, parce que je parlais à des amis israéliens, tous très à gauche, très anti-guerre, enfin mon gang, quoi. Et évidemment, chaque phrase, il disait Netanyahou utilise l'antisémitisme, Netanyahou utilise l'antisémitisme. Ce qui n'est pas faux. Mais je leur ai dit, rappelez-vous tout de même que l'antisémitisme n'est pas un truc que Netanyahou a inventé pour qu'on ne parle pas de Gaza. C'est là où on vit un véritable cauchemar, c'est que la vie juive est devenue impossible hors d'Israël, et pour d'autres raisons, la vie est impossible en Israël, ou en tout cas, elle est très difficile. Mais on a la convergence de tout ça, et cette haine est complètement désinhibée aujourd'hui. Et ce qui est terrible, c'est que les gens qui la professent ne sentent pas les tenants et les aboutissants qu'on ressent nous-mêmes. Je veux donner un exemple très simple au sujet de Gaza. Si on voulait, et c'est mon souhait, la paix et la justice dans cette région, on dénoncerait au jour le jour les crimes de guerre quand ils ont lieu. Parce qu'on se plaint beaucoup de la démocratie israélienne, mais elle a une vertu. À chaque fois que je parle de pacifistes israéliens, on me dit qu'ils sont minoritaires. Ils sont minoritaires, mais ils ouvrent leur gueule. C'est la seule armée au monde où quand un soldat a vu des exactions, il va les reporter en vidéo à Breaking the Silence, et c'est online le jour même. Un soldat ferait ça en France, il serait en prison. Donc il y a, dans ce contexte-là, il y a une parole. Si aujourd'hui, dénoncer ce qui se passe à Gaza, c'était ce que font les bons journalistes, raconter ce qui se passe, raconter les destructions, raconter les crimes de guerre, je trouvais ça très bien. Sauf que dès le lendemain du 7 octobre, le but, c'était de faire dire génocide aux Juifs. C'était ça le sport. C'était ça le sport. Alors vous savez quoi ? Moi, c'est un mot que je ne dirais pas parce qu'il y a Auschwitz. Mais ça ne m'empêche pas de dénoncer ce qui se passe en ce moment. Ça ne m'empêche pas de constater des crimes de guerre qui nous déshonorent. Mais il y a l'antisémitisme, c'est l'ennemi de la cause palestinienne. C'est l'ennemi de la justice dans cette région. Là, je reparle de ces discussions avec mes camarades à Tel Aviv. À chaque fois, ils m'expliquent, et ils ont sans doute raison, la responsabilité du gouvernement actuel, le fait qu'il a aidé le Hamas pendant longtemps, le fait que... Enfin, ils ont 1000 théories pour dire que ça aurait pu se passer autrement et pour dire que Netanyahou est coupable. Moi, je l'entends. Mais il y a un seul truc qu'ils oublient. Je dis, oui, ok, tout ça, tu as raison. Les pays autour, ils laisseraient vivre Israël, sinon ? Tu ne crois pas qu'il y a, au-delà de l'envie légitime d'un État palestinien, il y a une région qui, depuis l'Empire ottoman et depuis l'Empire britannique, s'est battue contre l'autodétermination de toutes les minorités de la région, pas juste les Juifs, mais aussi les Druzes, mais aussi les chrétiens, mais aussi les Yézidis. Donc il y a, dans ce contexte-là, vous avez raison, l'obsession juive, l'obsession anti-juive interdit de parler du réel. Et moi on n'arrivera pas, quand il est question de judaïsme, à s'enlever des symboles. Moi, j'ai un petit truc que je fais. Moi aussi, je peux être un peu provocant. À chaque fois que je parle d'Israël, parce que ou je choque des Juifs, ou je choque l'autre camp, je me dis, oublie Israël et mets la France. Est-ce que la phrase, elle irait ? Et ça m'aide beaucoup. Israël a fait ceci, Israël a fait ça. Par exemple, le nombre de Juifs qui disent, mais non, à Tel Aviv, on n'est pas raciste, les Arabes, ils vont très bien. Moi, je vois des trucs à Tel Aviv qui sont des dingueries. Je me dis, si c'était en France, il y aurait un procès. Et je reviens toujours dans mon idée du non-événement juif. Il faut être capable de parler d'Israël comme d'un pays comme un autre, avec ses crimes, avec ses erreurs, avec ses débats. Et ce que j'aime beaucoup chez les activistes ou les militants que je fréquente, c'est qu'ils ramènent toujours tout à des questions juridiques et à des questions militaires. Là, on peut se demander est-ce que cette décision était bonne, est-ce que ça a été dangereux, est-ce que là, on s'engage sur un truc. Mais les conséquences qu'on a aujourd'hui, j'en ai parlé la dernière fois, mais c'est pour dire le niveau de pollution des esprits. Tout
toutes les sociétés d'audiovisuel que je connais en Israël ont cessé de travailler pratiquement avec l'étranger parce qu'il n'y a plus de commandes. Il y a un boycott. Là, on parle maintenant d'un boycott depuis une semaine venant de l'Amérique, mais enfin, il y a un boycott depuis 2 ans qu'ils ont appelé le boycott silencieux. Et ils en sont réduits à travailler pour le marché israélien, qui n'est demandeur que de fiction patriotique assez imbécile en ce moment. Le truc absurde, en une semaine, il s'est passé un truc de dingue. En une semaine, on a eu l'industrie américaine qui a décrété un boycott des sociétés israéliennes de production de cinéma et de télévision, ce qui fait qu'ils auraient boycotté le film qui a été primé aujourd'hui en Israël, qui parle de Palestine. Et en même moment, le gouvernement israélien décide de stopper ses subsides pour cette cérémonie des Oscars israéliens, parce que c'est un film qui dit du bien de la Palestine qui a été primé. Donc aujourd'hui, si vous faites de la télé ou du cinéma en Israël, vous ne pouvez plus travailler, parce que le monde entier ne veut plus de vous, et en Israël, on exige de vous des fictions patriotiques. La dinguerie, elle arrive. J'étais il y a 1 an au Salon européen de la télévision, de la fiction télé. J'amène un projet qui n'était même pas israélien, qui était juste juif, et on m'a dit, par les temps qui courent, les sujets juifs sont clivants. On arrive à un moment où c'est le simple fait qu'un juif prenne la parole qui est clivant. Quand comme vous n'avez pas envie de vomir, je ne vous montre pas les messages privés que je reçois tous les jours, mais là encore, pareil que quand on dit israélien, je mets France, si j'étais pas juif, est-ce qu'on me dirait les mêmes choses? Moi qui parle de Palestine depuis plus de 30 ans, est-ce qu'on exigerait que j'en parle davantage si j'étais pas juif? La plupart de mes amis auteurs de bande dessinée juifs, ils n'ont jamais dit un mot sur le Proche-Orient et personne ne leur reproche. Moi, je fais toute ma carrière sur la fraternité entre les juifs et les arabes, et il paraît que je le fais jamais assez, ou jamais avec les mots qu'il faut, ou que c'est plus possible. C'est compliqué. Oui. Je vous en veux, Johan. Je me suis ruiné à acheter tous les chats du rabbin, tous vos bouquins, et je voulais déjà saluer ça, et derrière vous, votre style, votre imagination, comme comment on est moitié séfarade, moitié ashkénaze, on se retrouve. Et un mariage mixte, donc. Ouais, un mariage mixte. Ouais. Donc merci, bravo, et voilà, on a une illustration derrière, c'est magnifique, et dès que ça sort, je continue à me ruiner, je m'endette, je fais un crédit. Après, vous avez même si vous prenez l'écoute, mais vous avez des positions quand même très catégoriques sur beaucoup de sujets. On a entendu sur Israël. La première que vous avez tenue, les 2 sujets, j'ai retenu des sujets hyper touchy. Hein. Le premier, c'était, j'ai cru comprendre, mais vous allez me le confirmer, au travers de l'histoire avec votre ami à la frontière italienne, que vous n'étiez pas contre un contrôle, on va dire, de l'immigration, où j'ai mal compris que tous les... Je n'avais pas compris du tout. D'accord. Ok. J'ai dit le contraire. Hein. D'accord. Non, mais j'ai compris que vous disiez que comme, en fait, on pouvait passer partout, ben c'était... mais Non, j'ai pas dit ça. C'est pas moi, c'est Cédric Héroux, et il a raison. Il explique que le discours politique de droite comme de gauche s'appuie sur le contrôle ou l'ouverture des frontières. Or, il dit, c'est une affirmation absurde, puisque quand on observe les montagnes italiennes, on mettrait toutes les forces de police d'Europe, on n'empêcherait pas les gens de passer. Donc la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que les gens sont passés? Le fantasme, je vous raconte, parce que c'est pareil pour l'Amérique, la première législature de Trump, où il a construit son mur, c'est la législature pendant laquelle le plus de Mexicains ont passé la frontière américaine. Puisque comme ce mur n'arrête rien du tout, l'argent qui passait d'habitude dans la police mobile... Donc, en fait, on fait de la communication. C'est ça que dit Cédric Roux, simplement. Lui, il n'est pas là pour se positionner moralement sur le fait de savoir si l'immigration, c'est bien ou c'est pas bien, il faut pas. Il dit, le passage est inéluctable. Partant de là, qu'est-ce qu'on fait? Et quand on parle à un flic 2 minutes, il le reconnaît. D'accord. Bon, le deuxième sujet, il est encore plus touchy. Alors là, je vais oser. Mais j'avais mal compris et je comprends mieux le propos. Mais tant que c'est pas le surpoids, tant que c'est pas mon surpoids, vous pouvez me parler de tout. Non, mais ça se voit pas avec habillé en noir comme ça passe. Non, ce que je voulais dire, c'est que malheureusement là aussi, comme on n'arrive pas à intégrer tous les flux de migrants, ce sont bien souvent nous, encore une fois, qui en faisons les frais, quoi. Quand il y a un entrisme islamiste, on subit ça. Les attentats, c'est pas j'allais dire des bons Français, mais c'est compliqué. Et là aussi, une immigration non contrôlée, ça nous fait mal. Et là aussi, j'ai fini de me ruiner. C'était, je sais pas si vous l'appréciez, c'est l'Arabe du futur, où il explique dans la quasi-totalité de ses bouquins que dès leur plus jeune âge,
les gens sont conditionnés pour être antisémites, considérer que la pire insulte, c'est juif. Enfin, tout le monde insulte les autres en étant juif. Et donc, si on n'arrivait pas, et c'est vrai que c'est compliqué, mais à maîtriser un tant soit peu et à intégrer ces flux, c'est compliqué pour nous aussi. Ça rajoute à la complexité ambiante. Oui, bah, si je voulais rendre ça encore plus compliqué, il y a une convergence des haines. Il y a une convergence des haines qui converge toujours sur les juifs, d'où que ça vienne. Il y a une union sacrée là-dedans. J'ai eu une discussion super intéressante là-dessus avec ce libraire palestinien de Jérusalem qui est très militant palestinien, mais qui le fait dans la loi israélienne. Il utilise les tribunaux israéliens, machin, etc. Et après, je lui dis, il a fait ses études dans une école de l'UNRWA. Et j'ai dit, mais tu sais, nous, l'UNRWA, on ne peut pas en entendre parler parce qu'il y a des manuels scolaires anti-juifs. Ah, il me dit, de quoi tu me parles? Je lui ai dit, l'UNRWA a un cursus de manuels scolaires anti-juifs. Il dit, ah non, tu me parles de quelque chose de beaucoup plus vaste. Parce que l'UNRWA n'a pas de manuel scolaire, il a le même cursus que les enfants jordaniens. Tu me parles de l'antisémitisme dans le monde arabe. Je dis, ah bah oui, je te parle de ça. Et je lui dis, d'ailleurs, puisque tu aimes les BD de mon copain Riyad Satouf, lui, il le raconte, ce truc-là. Il dit, ah, mais ça, c'est autre chose. Parce que les manuels scolaires, on a les mêmes en Palestine que chez les petits Égyptiens et chez les petits Jordaniens. Tu as remarqué que la Jordanie et l'Égypte sont en paix avec Israël depuis 30 ou 40 ans. Ça ne les empêche pas de détester les Juifs tout autant. Il m'a dit, écoute, dans le monde musulman, des préjugés, ça se change, et je vais te raconter 2 histoires. J'ai trouvé génial son histoire. Je vais te raconter l'histoire de Nasser et de Bourguiba. Nasser, quand il arrive en Égypte, il a voulu s'en prendre à l'autorité égyptienne, à l'université islamique égyptienne, et il les a attaqués de front, contre le voile des femmes, contre ceci. C'est un combat qu'il a perdu à plate couture. À plate couture. Bourguiba arrive en Tunisie, là où se trouve la 2e plus grande université islamique du monde, et Bourguiba aussi veut lutter, non pas contre les préjugés antisémites, mais contre les préjugés contre les femmes. Il a fait venir des dirigeants de cette université, il a dit, vous avez 1 semaine pour me trouver des hadiths et des sourates qui disent que les femmes sont formidables, qu'elles peuvent s'habiller à l'occidental et qu'elles peuvent conduire. En l'espace d'1 semaine, on les a connues, et en tout cas sous Bourguiba, le sort de la femme tunisienne a changé. Donc, quand on voit les modifications, parce que ce que vous critiquez, et à raison, c'est l'idéologie wahhabite, l'idéologie qui a été promue en premier par l'Arabie Saoudite. Aujourd'hui, l'Arabie Saoudite en revient. On voit bien qu'il y a des démonstrations de fraternité, même parfois un peu embarrassantes, émanant de l'Arabie Saoudite. Bon, il suffit qu'ils le décident pour que ça change, on va dire un petit peu. Mais on ne changera pas les haines, on ne changera pas tout ça, on ne changera pas les préjugés. Mais tout de même, il y a des choses qui malheureusement sont plus vastes que les manuels scolaires. J'ai pas les réponses, hein. J'ai pas les réponses. Mais je crois pas que dans l'histoire humaine, quiconque ait jamais réussi à modifier des flux de population. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Bon, le deuxième sujet est hyper touchy. En vous écoutant, j'hésitais, mais j'y vais, puisque vous prenez des positions fortes. C'est sur la transmission du judaïsme. Je vous ai entendu. Depuis quelques centaines, voire millénaires, on a fait perdurer un judaïsme improbable dans des terres hyper hostiles avec massacres, pogroms, génocides. Et pour moi, la transmission de l'identité, parce que pour moi, je suis comme vous, hein, je suis laïque, républicain, etc. Mais pour moi, la transmission de notre identité, elle se fait beaucoup par la mère. Voilà, chacun a ses convictions. Je voulais exprimer une position un peu différente de la vôtre, mais le fait est que dans les faits, on a fait perdurer notre identité, j'aime ce mot d'identité, hein, pas de religion, avec ce credo que la mère transmettait cette judéité. Non, mais j'entends, ça c'est la halakha, c'est même plus que la halakha, c'est la Torah. La question que je pose moi, c'est la halakha et pas la Torah. Mon grand-père disait toujours le judaïsme c'est trop sérieux pour le laisser uniquement aux rabbins. Ce qu'il me disait, c'est que le judaïsme, c'est une religion, mais c'est aussi une culture, c'est aussi une histoire, c'est aussi un peuple, c'est aussi une ethnie, si on veut, j'en sais rien. Donc, dans ce contexte-là, un enfant qui est né dans un foyer juif, il est de culture juive, et s'il souhaite devenir pleinement juif aux yeux du consistoire. Mais
allons sur un sujet encore plus provoquant, si vous voulez. Moi, je suis moitié ashkénaze, mais d'une famille ashkénaze qui était révoltée contre la religion. Donc, j'ai eu une éducation 100% algérienne, consistoriale, niçoise, c'est-à-dire pas souple. Moi, je pensais, et toute ma famille pensait, et tous les juifs de Nice pensaient, que le judaïsme, de toute éternité, c'était celui consistorial qu'on pratiquait à Nice. Le judaïsme consistorial français n'existe, roulement de tambour, qu'en France et à l'initiative de Napoléon. Et ce qu'on constate quand on met le nez dans l'histoire juive, et je parle d'histoire religieuse, à chaque fois que quelqu'un vous dit « on a toujours fait comme ça », en 2 minutes, vous allez trouver 25 contre-exemples. Maintenant, la question qu'on se pose tous, c'est la question de la survie du judaïsme. À part c'est un miracle, je ne sais pas quoi vous répondre. Après, si on veut être encore plus embêtant, moi, je n'ai pas d'inquiétude sur la survie du judaïsme religieux, parce qu'ils font plein d'enfants. J'ai une inquiétude un peu plus tendue sur la survie du judaïsme, des gens qui aimeraient bien s'en foutre la plupart du temps d'être juifs, mais tout de même rester juifs. Et ça, je n'ai pas la réponse non plus. Dites-moi. Bonsoir Johan. Bonsoir. Enchantée de faire votre connaissance en vrai. Merci. Je voulais vous remercier parce que grâce à vos ouvrages, vous ouvrez un accès à la culture et à la religion juive. Donc, je ne suis pas juive, je ne suis pas arabe, je suis bretonne de Saint-Malo et de Dinard. Il y a Saint-Malo dans ce livre. C'est bon. Et ce que je voulais essayer, ce que j'avais envie de partager avec vous, mais aussi avec vous tous, c'est que dans mon monde, on ne connaît pas les juifs. On connaît un peu les arabes, mais on connaît très peu les juifs. Vous en connaissez un, il y a Riyad Satouf à Saint-Malo. Et je veux dire, pour nous, les gens qui sont de la province, qui ont habité des petits villages, des petites communes dont je viens, un juif, on le connaît de par la Torah ou de ce qu'on chez nous on appelle l'Ancien Testament, où là, on va découvrir le peuple élu de Dieu, donc le peuple juif. Et ce que je vais essayer de vous dire, c'est que donc je suis arrivée en région parisienne il n'y a pas très longtemps. Donc, autour de mes 40 ans, j'ai commencé à rencontrer des juifs. J'ai commencé à avoir des amis juifs que j'ai emmenés dans mes villages, en Bretagne. Et j'ai été tellement touchée et j'ai été tellement émue de voir qu'en fait, dans mon monde à moi, qui n'est pas un monde d'intellectuels, d'élite politisée, mais en fait que mon monde à moi, de ces petits villages, de ces petites communes, quand je ramenais mes amis juifs, en fait, ils posaient des tonnes de questions sur qu'est-ce que c'est Shabbat, comment sont vos lois, qu'est-ce que sont vos halara, qu'est-ce que sont vos mitzvot. Et en fait, je me dis, et j'ai un souvenir plus récent où j'ai emmené mon amant juif dans une toute petite île des Canaries, toute perdue. Et en fait, on a rencontré une communauté de gens qui étaient catholiques et qui étaient des villageois, enfin des gens un peu coupés du monde. Et quand ils ont vu cet homme qui se disait juif religieux, mais en fait, il a été accueilli les bras ouverts comme un peu le Messie parce qu'il y a une identité catholique, enfin une religion. Et donc, ce que j'essaye de vous dire à travers ces exemples, c'est que finalement, c'est peut-être pas tant un problème de j'aime pas les juifs, c'est peut-être un besoin de se rencontrer et de vivre ensemble une mixité à travers notre culture, mais aussi à travers nos religions. Parce que finalement, je fais un parcours de conversion un peu léger, le problème d'un point de vue extérieur, parce que je ne suis pas juive, hein, c'est que c'est vrai que beaucoup de... Moi non plus, mais il ne faut pas que je le dise, je vais perdre des lecteurs. Il y a cette notion de non-assimilation, et je pense qu'en fait, aujourd'hui, la non-assimilation, je ne sais pas, Hachem, je parle pas, voilà, c'est mon point de vue personnel, ok ? C'est qu'en fait, aujourd'hui, je pense qu'on a tous le même Dieu, au moins à 90%, et je pense qu'on pourrait peut-être aujourd'hui essayer de se rassembler, voilà. Et donc, ce n'était pas tant un discours de français de dire « j'aime les juifs, j'aime pas les juifs, j'aime les arabes », mais peut-être rencontrons-nous, mixons. C'est très beau, merci beaucoup. Merci beaucoup. Moi, j'ai fait le catéchisme parce que quand j'allais en classe de neige, c'est un curé qui organisait et les petits-enfants catholiques, ils ne voulaient pas y aller, ça les emmerdait. Et comme ce n'était pas obligé, ils allaient au ski. Et moi, comme je n'osais pas dire non, j'y allais. Donc j'étais super fort.
on m'a remis... parce que le chat du rabbin, dès le début, comme ça parlait de religion, ça m'a ouvert le porte du monde ecclésiastique et du monde musulman aussi. Donc la rencontre dont vous parlez, je l'ai faite il y a près de 30 ans avec le monde chrétien et le monde musulman quand j'ai sorti le chat du rabbin. Je me suis rendu compte que les vrais religieux, mais ils sont toujours passionnants, on est d'accord, on n'est pas d'accord, ils sont toujours passionnants. Il y a les gens qui agitent la religion, ceux qui connaissent, ils vont avoir la gourmandise de ce qu'on a en commun. Il y a un événement qui a été très discret, mais qui est extrêmement important, j'ai oublié le nom, qui a lieu depuis quelques années en France. Vous ne pouvez plus en France être ordonné curé, pasteur, rabbin ou imam si vous n'avez pas fait un stage de 15 jours avec des collègues des autres religions pour évoquer les sujets qui fassent, c'est-à-dire les transplantations d'organes, l'abattage rituel, les fêtes, le sens. Donc on n'aura plus en France, par les chemins normaux de prêtrise, des prêtres qui ne connaissent pas. Bon. Moi, j'ai une petite anecdote personnelle. Il y a quelques années, on m'annonce qu'en la cathédrale d'Angoulême, on va me remettre le prix œcuménique. Bon. Je suis un peu embêté parce que j'étais très très loin du judaïsme à l'époque. Je faisais juste le chat du rabbin. Et l'évêque m'approche, il dit, je vais faire un petit discours comme quand quelqu'un est mort et tout. Il me dit, mais... et alors, vous avez le prix de la meilleure BD religieuse de l'année. Alors, je suis embêté et j'ai dit que les gens étaient super. J'ai dit que je suis extrêmement reconnaissant, je suis très touché. Mais maintenant que vous êtes tous là et qu'il y a peu de juifs dans la salle, parce que œcuménique, c'est pas les juifs et c'est pas les musulmans non plus, c'est chrétiens et protestants, catholiques et protestants. Et je lui dis, mais il faut que je vous avoue un truc, je suis pas du tout sûr d'être croyant. Et là, l'évêque se marre et il me dit, si vous saviez à quel point les gens qui nous intéressent le plus sont ceux qui doutent. Et là, je me suis dit, celui-là, je l'aime bien. Je vous remercie beaucoup pour vos mots, c'est exactement ce dont on a besoin en ce moment. Bonsoir. Bonsoir. Bernard, je voulais vous remercier de porter notre voix. J'ai besoin de donner un petit peu de contexte. J'ai laissé ma maison en Israël avec toutes mes BD du chat du rabbin. Lorsque j'ai été démobilisé, je suis venu en France avec ma famille. Et je vous remercie de porter une voix qu'on n'entend pas partout. Je redécouvre la France, je découvre les médias. Vraiment, il y a longtemps que j'ai un accent des années 80 et pas autre chose. Et je voulais surtout qu'on n'oublie pas que lorsque des soldats vont à la guerre, ils peuvent revenir en parfait état, mais dans leur tête, il y a quelque chose qui s'est passé et on n'en parle pas beaucoup en France, pas beaucoup non plus en Israël. Des fois, il y a un suicide avant un mariage ou des choses comme ça, comme c'est arrivé récemment. Mais il est important de se rappeler que la destruction, elle n'est pas que visible. Elle est aussi dans la population qui sort de cette épreuve, l'épreuve du 7 octobre, mais aussi l'épreuve de cette guerre, avec beaucoup de séquelles. Et il faudra réparer tout ça dans le temps. Donc, c'était juste merci. Et puis, pardon, je suis un peu ému, vous demandez d'essayer de faire passer cette voix-là aussi. Je vous remercie, je suis bouleversé par ce que vous venez de dire. Quelques mots, si vous permettez, parce que c'est ce qui m'a... Bon, j'ai eu le malheur à la télévision l'an dernier, et c'était sans doute très maladroit de ma part, quand quelqu'un parlait de la destruction de Gaza, et a raison, j'ai raconté ce que j'ai vu en Israël, c'est-à-dire les jeunes soldats blessés, mutilés, les PTS syndrome, et on m'a dit, mais de quel droit tu mets en parallèle la souffrance de Gaza et celle de... C'était pas ce que je faisais. Ce que je faisais, je parlais de drames humains auxquels j'ai assisté. Donc, juste en quelques mots, j'ai 4 petits cousins qui combattent, et un qui a fait 5 ou 6 mois de coma après avoir été blessé à Khan Younes, qui se remet aujourd'hui, c'était il y a 2 ans. Mais au-delà de cet exemple personnel, j'ai vu en Israël depuis 2 ans une jeunesse blessée, mutilée, abîmée, des jeunes gens qui ont assisté à davantage d'enterrements qu'on devrait assister dans 10 vies, et aller dans des fêtes et voir des jeunes gens qui sont sur des fauteuils ou à qui il manque une jambe ou à qui il manque un bras. Et tous, quand on leur parle, commencent à dire « Ah non, mais moi, ce n'est pas des blessures graves ». Et là, dans un monde où il n'y a pas assez de psy, dans un monde où il faut des semaines pour avoir un rendez-vous, dans un monde où quand les jeunes reviennent de la guerre, ils sont nuit et jour sur la PS5, où ça va être le Vietnam puissance 1000 pour Israël. Et l'événement qui m'a le plus ému, parce que je ne m'y attendais pas, j'étais un soir dans un bar de nuit à Tel Aviv et je commande un cocktail et je dessine.
Et le serveur, qui était un gars, mais une armoire à glace, c'était Schwarzenegger, 22 ans, avec une petite moustache et tout, il voit mes dessins, et à un moment, je vois que ça l'intéresse, et il me dit, ah, c'est bien, tu sais que moi aussi, je dessine. Et là, il me sort son cahier, et il me montre des scènes de guerre avec la couleur jaune, et il dit, tu vois, ça, c'est moi dans mon hélicoptère, ça, c'est moi au combat, ça, c'est moi quand on gardait un pâté de maison. Il me dit, tu sais qu'à chaque fois qu'on est remobilisé, c'est 3 mois après, on revient, c'est le même pâté de maison. On meurt comme pour des conneries parce qu'on va descendre la même maison. Et on tourne, et c'est de la bagarre, et il dessinait très bien. Et à un moment, il y a une page, je ne vois pas ce que c'est, et il dit, ça, c'est moi dans mon lit toutes les nuits, et autour, c'est du pipi. Et je me suis mis à chialer devant ce gamin, parce que c'est de loin pas la pire blessure que j'ai vue, etc. Mais j'ai vu un mec beau comme un dieu, qu'on a envoyé dans une guerre dont il était fier au début, qu'il trouvait monstrueuse après. Vous savez pourquoi ils vont quand même? Parce que tout le monde se dit, mais pourquoi ils ne refusent pas la conscription? Le nombre de soldats qui m'ont dit, tu sais, on n'y va pas pour ce gouvernement, on y va parce que nos camarades y vont, et qu'on ne veut pas les laisser seuls là-dedans. Et là-bas, ce n'est pas l'État-providence, c'est-à-dire qu'ils perdent leur boulot, leurs entreprises les virent, ils reviennent dans des situations... Bon. Et je ne sais pas quoi faire de ça. Pourquoi j'en parle peu? Dans mes livres, ça y est. En France, c'est mal compris parce que c'est de quel droit tu parles de cette souffrance alors qu'il y a Gaza. Mais quand je dis que ce n'est pas un concours, je ne le dis pas pour minimiser ce que vit la population gazaoui. Je n'emploie pas le mot de génocide parce qu'il y a Auschwitz. Mais enfin, ça fait 2 ans qu'il y a des pauvres gens qu'on déplace, sur qui on envoie des bombes. On dit oui, mais on les prévient avant, tu rigoles. Et on est tous dans le même bateau. Et cette jeunesse et l'héroïsme israélien les détruit parce qu'ils ont appris à pas montrer, à dire moi c'est pas grave, mais à un moment il y a bien des épouses, il y a bien des sœurs, il y a bien des mères qui vont devoir les ramasser, et qu'est-ce que ça va donner? Et le mythe du Israël où il n'y a pas de violence conjugale, aujourd'hui c'est un mensonge. Donc je sais pas quel mot, et c'est les moments parce que pour mes livres et pour mon précédent livre, j'ai interrogé en particulier un jeune de la brigade Golani. C'est pas quand on se moque des Français qui font leur alia, on dit oui, ils font monter le prix de l'immobilier, machin et tout. Ils fournissent aussi beaucoup de soldats parce qu'ils veulent montrer leur attachement à Israël, et il y en a beaucoup qui meurent. Et quand il m'arrive, plus souvent qu'à mon tour, de critiquer la politique israélienne, j'ai souvent des jeunes soldats qui m'écrivent en disant là tu m'as blessé, là tu m'as fait de la peine. Et je me trouve presque contraint au silence par respect pour eux. C'est des moments où je suis extrêmement mal à l'aise. Donc je ne sais pas ce que j'ai le droit de dire, je ne sais pas ce que j'ai le droit de raconter, mais je vous remercie pour vos mots parce qu'ils m'ont bouleversé. Eh bien, écoute, comme toujours, on sort à la fois heureux, bouleversé, parce qu'avec toi, on sait qu'on ne sera jamais déçu. C'est du parler vrai, même si ça ne plaît pas à tout le monde, mais tu as toujours, je dirais, les mots et les dessins pour le dire, et je voulais t'en remercier. Alors, juste une dernière petite phrase, c'est que avant que tu ailles au fond dédicacer ton dernier ouvrage, non, alors c'est au premier étage. Oui, bah écoute, au rez-de-chaussée, tu vois, tu montes. Bravo, tu montes. Je voulais, voilà. Alors, juste un tout petit mot. Comme vous le savez, lundi soir commence la nouvelle année juive. Et comme vous le savez, la nouvelle année juive, c'est pas seulement pour souhaiter une bonne année aux Juifs, mais au monde entier, et de souhaiter que cette nouvelle année, eh bien, pour chacun d'entre vous, pour ceux que vous aimez, eh bien, elle soit synonyme de santé, de paix, et que lorsqu'on se retrouvera en janvier prochain, eh bien, ça sera pour espérer que l'humanité a progressé dans le bon sens. Shana Tova, Umetuka, merci. Shana Tova, merci beaucoup de m'avoir accueilli. Merci Chaim, merci les Cuges, merci beaucoup, merci infiniment.